l'accélération, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Il a été énorme, Julien Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, un Français en jaune. Petit coup sur un planche, forcément. On est célébré le 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Bonjour, non même bonsoir à toutes et à tous, campusiens, campusiennes. Non, ce n'est pas Chrysanthème, ce soir exceptionnellement, le créneau nous a été laissé à nous, le Campus Sport Club, pour une émission spéciale de 2 heures. Et donc j'en remercie tout de suite, immédiatement Chrysanthème d'avoir fait ce geste généreux, puisque ce soir exceptionnellement, nous revenons avec vous sur 2 heures, donc jusque minuit, pour faire le retour sur l'année 2021 autour d'une quinzaine d'événements sportifs sélectionnés par l'équipe qui m'entoure ce soir, qui vont se présenter un par un. Ellie, qui est aux manettes. Ouais, bonsoir à tous. François. Bonsoir à tous. Hugo, qui est très content d'être là. Ouais, bonsoir à tous. Il y a à ma gauche Audrey. Bonsoir à tous. Pablo, le retour. Bonsoir à tous, le retour. Et Sophie. Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe. Avant une arrivée d'ici quelques instants de Pavel, que je réintroduirai donc. On est parti, comme je l'ai dit, pour 2 heures, autour donc de l'année 2021, retracée à travers 15 événements sportifs que l'on a sélectionnés, 2 par personne, si vous voulez que je simplifie les choses tout de suite. Et on va en fait démarrer immédiatement avec Ellie, qui est le numéro 1 de ce soir. Ouais, exactement. Ellie, qui sur ses 2 choix, a forcément choisi le rugby. Pour ceux qui connaissent Ellie depuis le début de l'année, c'est rugby Ovalie, c'est son monde. Et il a décidé de revenir notamment sur 2 performances du 15 de France lors du tournoi Destination. Oui, exactement. Je voulais revenir sur ce tournoi Destination 2021 avec une équipe de France qui a été au mois de février et au mois de mars à la fois incroyable et à la fois très décevante. À la fois incroyable parce qu'il y a cette magnifique victoire à l'arraché au Stade de France face au Pays de Galles. Elle est dans notre jingle de générique de début d'émission. Le Pays de Galles qui allait faire le Grand Chelem, mais terriblement décevante cette équipe de France parce qu'il y a cette défaite la semaine suivante face à l'Écosse et c'était également au Stade de France. Je vous remets rapidement dans le contexte. La France s'impose d'abord largement à Rome 10-50 et elle lance idéalement son tournoi. Deuxième journée, les Bleus vont chercher leur première victoire en Irlande. C'est la première depuis 2011. 13-15. Troisième journée, on devait jouer contre l'Écosse, mais le match est reporté après tous les autres matchs, donc après la 5e journée. 4e journée, c'est à Twickenham, c'est le 108e crunch qui se termine mal. Les Français y mènent 20-16 à 5 minutes de la fin. Et ensuite, il y a un énorme entubage en règle de l'arbitre britannique, Monsieur Brace, qui accorde l'essai à Itoje, qui n'a jamais pu aplatir. Et il arrive ce 4e match pour l'équipe de France. Le Pays de Galles est invaincu, n'a jamais été écrasant dans ses victoires, mais arrive au Stade de France avec l'ambition de faire le Grand Chelem, je l'ai dit. À la 76e minute, le tableau d'affichage indique 20-30 pour le Pays de Galles et la France est à 14 puisque Willem C s'est fait expulser à la 66e. Et donc on a ce match, ce résultat magnifique contre le Pays de Galles. Et puis juste après, la semaine suivante, finalement c'est pas assez. La France doit marquer 20 points de plus que le Pays de Galles pour arriver au même nombre de points d'écart contre l'Écosse. Et au final, le match va se terminer avec une piteuse défaite. La France terminera 2e, mais on a cette défaite qui vient contrebalancer les victoires de la semaine précédente. Qui regardait ces matchs-là, ces semaines-là, il y a un an si on se remémore bien, il y a 10 mois. Bien sûr. Alors il y a Hugo, Sophie, il y a Pablo, ouais, il y a quasiment tout le monde. Sophie, pourquoi pas Tu me fais la grimace. Qu'est-ce que tu retiens, toi? Plus le succès contre les Gallois, on va dire magique, retentissant, ou alors la mère défaite la semaine suivante? Moi, je retiens toujours le succès. Clairement, il vaut mieux retenir ça que la défaite. Parce que je trouvais que c'était un très beau match et que ça valait le coup d'être retenu et d'être gardé en mémoire. Sophie sera l'optimiste du soir, ok? Toujours. C'est bon pour vous? Pablo, toi aussi, tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. J'ai trouvé ça assez
ça montrait ce que tu disais, Elie, vraiment l'irrégularité un petit peu qu'on pouvait retrouver chez notre équipe de France. On a vu des très belles prestations et clairement des moins bonnes. Ça suivra un peu plus tard dans l'année. Mais je trouve que ça reste quand même plutôt encourageant de ce qu'on a vu face à la Nouvelle-Zélande, face au Pays de Galles. Je trouve ça quand même plutôt encourageant pour la suite de ce qui nous attend. Voilà, et puis peut-être il fallait préciser qu'au final, la défaite contre l'Écosse n'a rien changé puisque la France a terminé deuxième du tournoi. Elle était assurée de finir deuxième quoi qu'il arrivait. Et comme il fallait de toute façon marquer plus de 20 points pour terminer première, qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse match nul, qu'on en prenne 40, au final ça n'aurait rien changé au résultat. Et alors c'est le scénario qui est un peu dommage, c'est à la fin du match, l'équipe qui, on a l'impression, lâche un peu au final, sans avoir l'enjeu, en sachant que l'objectif de terminer premier ne sera pas rempli. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment l'irrégularité de cette équipe qui nous a fait plaisir après dans la suite de l'année, mais on y reviendra. Ouais, c'est vrai que c'était un peu mieux. Et puis, je me tourne vers Hugo qui avait levé la main, mais vous ne l'avez pas vu forcément. À la mi-temps de ce match-là, du dernier match, où on sait qu'en fait, il faut faire fort offensivement. Qu'est-ce qu'on se dit à la mi-temps à ce moment-là, quand on regarde Alors, perso, moi, le match contre l'Écosse, même d'emblée, j'y croyais pas. Donc, c'est-à-dire, à la mi-temps, j'étais encore moins de... Enfin, T'étais pas dans un état d'esprit où on allait le faire. Pour moi, le deuxième, c'était bien. On avait fait un bon tournoi malgré tout. Même si ça faisait 2 ans, et là, ça va être la 3e année, du coup, cette année, qu'on dit... cette fois, c'est la bonne. Après 10 ans de disette du côté de l'équipe de France de rugby, on se dit que Galtier arrive avec ses méga joueurs et qu'il va réussir à remporter le tournoi. Il n'y est pas parvenu 2 fois d'affilée, il est arrivé 2e. Après, avec des bons matchs, mais c'est vrai que à la mi-temps de France-Écosse, moi j'étais pas emballé, pas plus qu'au départ du match en fait, pas plus qu'au qu'on envoie, parce que comme l'a rappelé Elie, fallait marquer 20 points de plus, avec évidemment le bonus offensif. C'est pas parce qu'on a marqué 20 points de plus qu'on a forcément le bonus offensif. Exact. Faut le rappeler. Et puis faut aussi se souvenir que malgré tout, l'Écosse, c'est une nation qui est difficile à jouer de plus en plus ces dernières années. Et que sur les 2 derniers tournois, c'est à cause de l'Écosse qu'on perd le tournoi. En 2020 et en 2021, c'est à chaque fois à cause de cette nation que le titre nous est passé sous le nez à quelques points près. L'Écosse qui avait gagné 11-6 à Twickenham, c'était aussi historique la première journée. Ils avaient perdu d'un tout petit point la 2e journée contre le Pays de Galles. Ils avaient explosé bien sûr l'Italie à Murrayfield. Évidemment. Et ils avaient perdu aussi de peu contre l'Irlande 24-27. Donc en effet, l'Écosse était l'année dernière plutôt... mais c'est une nation très bonne, et l'Angleterre avait fini 5e du tournoi, donc c'est dire... C'est ce que je retiens, parce que là, tu vois, comme tu as abordé le tournoi destination, je me suis mis la fiche Wikipédia qui retrace les scores, le classement, etc. Pas Wikipédia, pardon, de l'équipe. Et je revois l'Angleterre à la 5e place, et je me dis, c'est vrai que c'était une belle année quand même. Et donc, moi, j'ai vraiment en travers de la gorge cette défaite contre l'Angleterre dans ce match à Twickenham, parce qu'au final, s'il n'y a pas cet essai accordé qui n'a pas lieu d'être, en plus c'est litigieux, non, il y a vraiment aucune raison d'accorder cet essai. La France peut gagner, alors c'est pas dit qu'elle aurait gagné le match s'il n'y avait pas eu cet essai, mais la France aurait pu gagner le match, et là forcément on était parti sur mieux, quoi. Ouais. On va clôturer ce premier sujet sur ces belles paroles d'Elie, forcément, qui nous l'avait si bien introduit. Je me dirige vers... Rendez-vous dans 15 jours. Oui, bien sûr. Pour le début du prochain tournoi destination. Tout à fait. Effectivement. On gagnera cette fois, je l'espère. Ou 2e place. Donc là, je m'apprêtais à foudroyer du regard François, puisque c'est le 2e sujet de la soirée, qui a choisi le parcours de Chelsea en Ligue des Champions. Oui, c'est tout à fait ça.
Oui, effectivement, donc le parcours de Chelsea, j'avais envie d'y revenir quand même. C'est la Ligue des Champions 2021. Alors bon, effectivement, on peut évoquer une finale à semi-huis clos, on va dire, peu enthousiasmante, mais effectivement, voilà, comment ne pas revenir sur ce parcours de Chelsea en Ligue des Champions, qui, rappelons-le, était finalement à l'hiver 2021. Finalement, en janvier 2021, était un club quand même qui était assez en difficulté malgré un bon parcours en Ligue des Champions. Frank Lampard se fait virer aux alentours du 20 janvier. Du coup, tu veux dire hiver 2020 Oui, 2021. oui, c'est ça, ouais. Janvier 2021, du coup. Et effectivement, donc, Frank Lampard qui se fait virer, Thomas Tuchel qui arrive, qui lui aussi justement venait de se faire limoger par le Paris Saint-Germain. Et c'est un petit peu là, ce qui m'a intéressé finalement dans ce parcours, c'est que c'est aussi le parcours d'un homme, Thomas Tuchel, qui justement va réussir à reconstruire une équipe, rétablir une confiance pour justement mener cette équipe de Chelsea d'une part à quand même une 4e place plutôt honorable en première ligue, surtout au point où ils en étaient. Et puis surtout, finalement, à ce titre en Ligue des Champions, je pense que personne ne s'y attendait véritablement à voir Chelsea. On s'attendait à voir peut-être éventuellement Manchester City, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain. Mais effectivement, Chelsea, c'était la grosse nouveauté. Donc voilà, une victoire de Chelsea en finale de Ligue des Champions contre une autre équipe de première ligue, Manchester City, de Pep Guardiola. Une victoire sur le score de 1-0, je vous rappelle, avec un but de Kai Havertz, l'Allemand. Donc qui vient d'ailleurs couronner un parcours royal, une victoire contre les Colchoneros de l'Atlético en 8e de finale, une élimination du FC Porto en quart de finale, une superbe qualification en demi-finale face au Real Madrid, et donc, je l'ai dit, cette finale face à Manchester City. Quelques éléments importants de cette victoire en Ligue des Champions. Olivier Giroud, auteur de 6 buts. On se rappelle d'un quadruplé notamment face au FC Séville qui avait vraiment marqué les esprits. On peut également parler bien sûr de l'importance de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, un véritable chef d'orchestre de l'équipe mise en place par Tuchel. On peut reparler évidemment de Thomas Tuchel, cet entraîneur allemand qui avait donc été viré justement par le Paris Saint-Germain quelques semaines même avant finalement de rejoindre Chelsea et de soulever cette Ligue des Champions. Et puis finalement on peut également rappeler que Chelsea finalement a fondé sa victoire en Ligue des Champions sur une défense extrêmement solide, seulement 4 buts encaissés en 13 matchs, ce qui est absolument fabuleux, notamment grâce au taulier Thiago Silva, qui était là aussi arrivé en provenance du Paris Saint-Germain, et puis l'ancien gardien du Stade Rennais, Edouard Mendy, qui a été d'ailleurs nommé meilleur gardien FIFA de l'année 2021, voilà, que pour avoir maintenu sa cage inviolée. Et au final, par contre, pour ce qui est de la finale, sans faire exprès de faire un jeu de mots, pour ce qui est de la finale, à quel moment vous vous êtes dit quand même cette frappe de Mahrez, pour ceux qui l'ont vu du coup, si elle rentre, est-ce que Chelsea tient après? Pas sûr. Pas sûr. Mais même avant pour être honnête, sur la rencontre, ils sont pas du tout. Ils sont pas au meilleur. Non. Alors c'est vrai que j'ai revu un petit peu des images et honnêtement, le début de match est très compliqué et c'est plutôt vers la fin justement que Chelsea arrive à reprendre l'ascendant vraiment dans le dernier quart d'heure, mais ça a été chaud jusqu'au bout. Je crois qu'il y a une occasion de De Bruyne ou un joueur de Manchester City en tout cas qui frappe vraiment dans les derniers instants. Ça peut à tout moment, ça peut partir en prolongation. Oui, je crois que c'est De Bruyne. Quand tu gagnes juste 1-0. T'es à l'abri de rien, 1-0, surtout sur une finale, tu peux te faire rattraper à n'importe quel moment et ça peut avoir des conséquences énormes. Surtout contre City qui a une armada offensive qui est clairement l'une des meilleures d'Europe. Guardiola, il a les coronets de dire c'est bon, coûte que coûte, je fais tout rentrer et je mets tout le monde devant. Donc Guardiola, c'est un kamikaze à la 80e minute d'une finale. C'est un kamikaze qui est très bien armé quand même. Ah oui, non mais attention, bien sûr. Kamikaze qui fait peur. Mais il est capable de faire ça et d'ailleurs c'est ce qu'il avait fait. Et ça n'a pas, heureusement pour Chelsea, malheureusement pour Manchester City, ça n'a pas marché. Et puis, que dire sinon du fait donc de ce parcours de Thomas Tuchel qui finalement fait un parcours uniquement sur la phase finale, mais c'est forcément sans oublier la première Ligue des Champions de Chelsea, où c'est déjà Di Matteo qui arrive en cours de route et qui la remporte. Oui, c'est ça. C'est fou le destin quand même de se dire. Chaque saison, il devrait changer d'entraîneur après les phases de poule. Oui, et puis c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs en Ligue des Champions, justement qu'un entraîneur débarque comme ça. On peut rappeler notamment l'exemple de Zidane lorsqu'il remporte la Ligue des Champions en 2016 avec le Real Madrid. C'est tout à fait ça. Il arrive 6 mois auparavant, il remplace Ancelotti et puis finalement il rebâtit une équipe, il remet en confiance finalement un Real Madrid qui était quand même là aussi un petit peu à l'image de Chelsea en piteux état.
résultat, il le remet en route et finalement ça donne à la fin une équipe de tueurs parce que finalement cette équipe de Chelsea, elle est quand même redoutablement efficace, très solide défensivement et c'est vraiment une équipe en tout cas qui n'a pas volé sa victoire en Ligue des Champions. Et défensivement, mais aussi un milieu de terrain qui finalement très sérieux, la paire Kanté et Jorginho sur l'année 2021, c'est l'une des meilleures. Qui a été élue d'ailleurs à la FIFA meilleure. Et je voudrais juste revenir sur le cas Tuchel-Thiago Silva, que j'ai trouvé impressionnant finalement, parce que les deux sortent du même club, qui depuis des années essayent de glaner une coupe qu'ils n'ont toujours pas réussi à remporter. Et eux, ils y sont arrivés dans la foulée d'avoir quitté le club. Je trouve que c'est vraiment une histoire extraordinaire. Et en fait, Tuchel, qui a été gerté par le PSG un peu comme un malpropre, exactement comme Thiago Silva au final, je trouve que c'est vraiment une belle revanche qu'ils ont pris, parce que les pauvres, ils ont dû avoir un coup au moral qui devait pas être simple à gérer. Thiago Silva en a fait part d'ailleurs il y a quelques semaines dans une interview où il a dit qu'il avait été vraiment maltraité de la part déjà des supporters et puis aussi de la part du club, et qui ne lui ont rendu aucun hommage. Et je trouve ça vraiment génial qu'ils aient tous les deux remporté la Ligue des Champions comme ça. Ça a rappelé au monde entier que Thiago Silva était toujours là et que Tuchel était un grand entraîneur et qu'on a eu tendance à l'oublier pendant son passage au PSG. Ça éclaire aussi que tous les maux du PSG n'étaient pas forcément dus à Tuchel ni à Thiago Silva. Je sais qu'on en avait déjà parlé plus tôt dans l'année. Ça montre qu'il y a un souci qui est plus global que celui de l'entraîneur, parce que même aujourd'hui, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. La preuve avec Unai Emery, qui a aussi gagné la Ligue Europa. C'est ça qui est fou. La même année, Unai Emery et Thomas Tuchel qui remportent les deux coupes européennes en tant qu'ancien entraîneur du PSG. Lucas Moura qui allait en finale juste après, en ayant marqué un triplé en demi-finale. Depuis 2017, il y en a un. Depuis la remontada. Non, mais c'est fou, United, le Carabao Parc des Princes. On a Coman qui bat son club formateur. On a Silva et Tuchel qui rient à la barbe des Qataris. Enfin, il y a de quoi faire une Bible. Il y a eu des sacrés pieds de nez quand même. Message à Mbappé. Part du PSG, va au Real et tu remporteras une Ligue des Champions. Et pourquoi pas. Et on va basculer tout de suite sur le troisième sujet du coup. On change de ballon, même de balle. On passe à la petite balle jaune. C'est Audrey qui a choisi un événement qui date de juin. Djoko Nadal, demi-finale Roland-Garros. Et oui, c'était un de mes moments marquants de 2021 et sûrement d'un peu tout le monde ici. C'était un événement en plus qui s'est passé un peu sur les horaires du CSC d'ailleurs, puisque c'était les fameuses Night Sessions de Roland-Garros. C'était le 11 juin 2021. Il y avait d'ailleurs ce soir-là aussi un match, le match d'ouverture de l'Euro Turquie-Italie. Mais je pense qu'il fallait mieux être sur la demi-finale qui a opposé deux monstres du tennis mondial, Novak Djokovic et Rafael Nadal donc. Le numéro 1 mondial s'est imposé face à celui qui cumule 13 victoires sur la terre battue parisienne en 4-7, 3-6, 6-3, 7-6, 6-2. Un combat de titans avec, on peut le dire, un troisième set long de 93 minutes qui, je pense, peut clairement rentrer dans l'histoire. C'était vraiment un set, peut-être le plus beau set de l'histoire, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui a eu des frissons ou qui a poussé des cris quand ça évidemment. Extraordinaire. Ce qui était fou, c'est parce qu'il y avait le couvre-feu. Quand tu apprends la dérogation. Les gens, mais la dérogation qui vient de l'Elysée ou de Matignon. Les gens qui étaient présents ce soir-là, sur le cours Philippe Chatrier devaient être juste au top de leur vie. C'est un moment privilégié. Et puis, c'est vrai que c'est un alignement de planètes. C'est quasiment peut-être finalement les meilleurs joueurs, en tout cas sur terre battue. J'ai envie de dire un alignement de deux planètes. Ouais. Oui, là en l'occurrence, oui, c'est vrai que deux joueurs, parce que c'est deux monstres. Puis Djoko qui était vraiment à son top là, en tout cas sur terre battue. Nadal, c'est vrai qu'il était peut-être un petit peu en dedans cette année, mais bon, ça a permis d'égaliser, on va dire, la lutte, et ça a permis vraiment d'avoir un match mais extraordinaire. Et puis c'est vrai que toute cette ambiance autour justement des Night Sessions, il fallait expérimenter ça. C'était pas évident à mettre en place, parce qu'en France on n'est pas forcément habitué à ce genre d'événement, et c'est vrai que ça a enflammé le Châtrier, et c'était vraiment, en tout cas ça donne envie de revoir des Night Sessions cette année quoi. C'est vraiment Et tu veux la petite anecdote là, tu viens de dire en termes, on va dire, pour égaliser leur dualité, c'est le match Djoko-Nadal, c'est le plus récurrent de l'Air Open, 58 rencontres. Ce match-là, si Nadal le gagne et reste donc toujours l'invaincu, le quasi invaincu de Roland-Garros, ils sont à 29-29.
Mais Djoko gagne, du coup il passe à 30-28. Et toc. Ah non mais... Et puis les night sessions, finalement, on parle de cet événement-là. Moi j'ai envie de revenir légèrement à quelques jours plus tôt. Berrettini-Djokovic. Ce moment où du coup, là il n'y a pas de dérogation et là où le public est forcé à partir. Est-ce que ça change vraiment la donne aussi ? Parce que Berrettini était dans un état où il avait les supporters derrière lui. Il tenait tête face à Djokovic et il le faisait bien. Et sur terre battue, on se dit que Djoko c'était peut-être le plus fragile des deux. Et vu ce qu'a fait Berrettini à Wimbledon, à l'US Open et ce qu'il est en train de faire en ce moment à l'Open d'Australie, on se dit... Il confirme. Il confirme largement et il aurait peut-être pu... Et Djoko voit vraiment pas le jour avant cette interruption, un peu comme il voit pas le jour après, plutôt avant le deuxième ou troisième set, je crois, deuxième set contre Nadal, où il prend un 6-3. Clairement, c'est expéditif. On a le même cas de figure face à Berrettini dans le deuxième set. Et à partir de là, en fait... même en finale. Hein. Même en finale, où il perd les deux premiers sets, c'était... Tsitsipas ça a été rapide. Fait, en 6-3, je crois, le deuxième aussi. Et d'un coup, Djokovic qui se réveille, qui a un sursaut d'orgueil ou un sursaut d'autre chose, c'est à vous de décider. Pause pipi. Une petite pause pipi qui fait plaisir. Moi, j'ai une théorie là-dessus, je pense qu'il a un jumeau, mais je crois que j'avais déjà dit, je crois qu'il a un jumeau qui rentre dans les vestiaires, qu'ils échangent et qu'ensuite le jumeau va le remplacer sur le court. Il y a un jumeau qui est très bon du coup. Et qui est vacciné pour le coup. C'est un avantage. Oui. Mais c'est vrai que côté public, Djokovic, c'est pas quelque chose qui le pousse énormément. Par rapport à Berrettini, ce qu'on disait, c'est le public, ça a jamais été un atout pour lui. Plus le public moins le public est pour lui, plus apparemment ça le. C'est souvent l'antagoniste de ces matchs. Il avait même dit dans une interview qu'il imaginait que le public crie Djoko et pas Rafa, et ça l'aidait. Oh là là. Il est tout seul dans sa chambre comme ça. Et puis, si vous voulez qu'on finisse sur une petite statistique, donc je regardais les confrontations entre les deux hommes, 58 comme je l'ai dit. Avant cette 58e, les 5 précédentes confrontations, c'était 5 finales. Ok pour vous Donc, la dernière fois qu'ils s'étaient croisés hors d'une finale, c'était la demi de Wimbledon 2018. Et il faut croire que les demi leur réussit bien mieux que les finales, puisque les finales se terminent environ en 2h, 2h30. Là où leur précédente rencontre en demi s'était soldée en 5-7, 5h15 de match. La demi de Wimbledon 2018, c'était 5h15. Là, on était à 4h11 en 4-7 seulement. Donc, faut croire qu'on préfère les voir en demi, les deux, quand même. Et en finale, et ça arrive en finale à Roland-Garros, il me semble qu'il y a une finale aussi entre les deux qui finit en 5-7, une match, vraiment quelque chose de très très long. Oui, mais alors un 4-7 en 2014, mais 3h31 à côté, c'est de la rigolade. C'est vrai, mais ça avait paru déjà très long à l'époque. Je me souviens que c'était assez indécis et Nadal avait fini par l'emporter, il me semble. Mais... Oui. Bah évidemment. Bah oui, on est à Roland-Garros. C'est vrai. Toujours. Statistiquement, ça se trouve facilement les victoires de Nadal. Très bien, on va finir sur ce petit point tennis et on va faire le dernier sujet avant une pause musicale. Cette fois, c'est celui de Pablo et un événement qui arrivait le lendemain donc, de cette victoire de Djokovic. Et oui, on est toujours en juin 2021. Audrey l'a dit, on est en pleine période d'Euro à ce moment-là. Donc moi, je vous emmène le 12 juin. Danemark-Finlande, 43e minute de jeu. C'est le premier match pour ces deux équipes. On est à 0-0 à cet instant. Et là, d'un coup, sans créer garde, Christian Eriksen s'effondre, perd connaissance. Les joueurs danois l'entourent du mieux qu'ils peuvent tout en essayant de garder leur émotion. Le stade entier retient son souffle. Je pense que tout le monde, les spectateurs, tout le monde du foot, clairement retient son souffle. Et on n'a pas de nouvelles à cet instant-là de l'état de santé d'Eriksen. On ne comprend pas pourquoi il s'effondre au début. Et on comprend très vite, au vu de l'émotion suscitée chez ses coéquipiers, que ça peut être grave. Finalement, Eriksen sort sur civière et avec une assistance respiratoire. Ouf, on pense tous ouf à ce moment-là. Et donc, le joueur de 29 ans, finalement, reste en vie. Ça marque clairement les joueurs danois qui hésitent, qui vraisemblablement refusent une première fois de se rendre sur le terrain pour jouer la seconde mi-temps. Selon la FIFA, Christian Eriksen aurait envoyé un message pour dire, une fois qu'il était à l'hôpital, non mais si, reprenez le match. Bon, l'entraîneur et le capitaine Simon Kjær ont émis des doutes à ce sujet sans vraiment rentrer dans la polémique non plus. On n'aura vraisemblablement jamais le fin mot de cette histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Danois reprennent le match finalement.
Ils perdent 1-0 sur une tête de Poyan Plo, je crois. Il y a même un penalty pour les Danois en fin de match, mais évidemment, le contexte n'est pas favorable pour eux. Et finalement, en fait, suite à ce malaise et à cet incident Eriksen, cette affaire Eriksen, en fait, les Danois se révèlent comme la plus belle équipe de ce tournoi, à mon avis. On a un jeu très léché avec la patte de l'entraîneur Kasper Jumland qui est très intéressante. Dès le, il me semble que c'est le 15 ou le 16 contre la Belgique, on a une équipe qui est surmotivée, qui est gonflée à bloc et qui joue un football magnifique, qui perd malheureusement 2-1, mais où la Belgique ne voit quasiment pas le jour jusqu'à l'entrée de Lukaku. Ouais, 2 occasions de but presque à ce moment-là. C'est 2 occasions de but, 2 contre-attaques d'ailleurs, je crois, sur lesquelles Lukaku est impliqué, et où la Belgique tire 3 fois sur le poteau, 1 fois sur la barre. Il y a Courtois qui fait un match de dingue. Et en fait, petit à petit, le Danemark sort de sa poule et devient vraiment l'équipe phare de cet Euro. Ils iront jusqu'en demi-finale où ils perdent face aux Italiens. Et voilà, ou aux Anglais, je ne sais plus déjà, face aux Anglais. Et voilà, ça m'intéressait d'avoir votre avis sur l'Euro et de revenir un peu sur cet incident-là et de ce qui en découle. J'ai eu des frissons. Ah oui. Je me sentais pas bien. Là, t'écoutais au premier mot, même si je savais, j'étais au courant avant les autres. Je te jure que j'étais pas bien. Dans le studio. Non, mais j'ai eu des frissons là. Tu sais, ceux qui traversent, qui partent du cou et qui vont jusqu'au pied. J'ai tout de suite quand il m'a dit ça, j'ai encore l'image du drapeau, l'histoire du drapeau qui est resté, qui va rester ça. Parce que c'est les supporters aussi finlandais là qui tendent leur drapeau et qui disent. Parce que c'est quand même un duel scandinave. Enfin, faut pas oublier que c'est Danemark-Finlande. Au Danemark, l'avant-match, c'est chaud. On se dit, ouais, c'est une belle confrontation, quoi. Ça. Et les deux virages de supporters se répondent aussi à la mi-temps quand on n'a pas de nouvelles de Eriksen. On a ces images superbes où les deux groupes de supporters chantent ensemble en chœur Christian Eriksen pour. C'est vrai qu'ils nous ont donné l'une des plus belles images peut-être en tribune de cet Euro. Clairement. Mais après, pour revenir juste sur Eriksen, c'est vrai que Stade 2, on fait un sujet dimanche dernier là sur lui pour donner un peu de ses nouvelles. Apparemment, il arrive à peu près à retoucher un peu la baballe dans son il s'entraînerait village avec natal. La réserve de l'Ajax aussi. Voilà. Apparemment, c'est vrai que oui, exact, il est en contact aussi avec l'Ajax. Personnellement, j'adorerais. Il a émis cette idée-là dans une interview semaine dernière. J'adorerais le revoir, et notamment le revoir, si possible, en décembre prochain, à la Coupe du Monde au Qatar. Ce serait vraiment une revanche magnifique, même si le Danemark ne fait pas une grosse Coupe du Monde. J'adorerais le revoir parce que ce serait vraiment magnifique. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est extrêmement courageux de sa part justement de revenir sur les terrains parce que il a quand même été, alors à l'Inter, ça c'était bien terminé entre guillemets, voilà, ils lui ont expliqué, je crois qu'avec les règles au niveau de la Serie A, il pouvait pas rejouer. Enfin, il y a eu quand même pas mal d'embrouilles. Il a une aide cardiaque, donc il y a eu quand même pas mal d'embrouilles administratives. Et c'est vrai qu'on peut se dire, finalement, quand la carrière comme ça prend sauter le tournant, pourquoi pas finalement s'arrêter et tout plaquer. Et en fait là, il est en train de revenir inlassablement, et surtout qu'il est pas non plus tout jeune, hein, il doit avoir 29 ans. 30 ans, c'est quand même pas évident pour un joueur justement qui a souffert quand même d'une attaque cardiaque, c'est assez violent. De repartir comme ça sur un terrain, franchement, moi je trouve ça extrêmement courageux. Et c'est vrai que j'ai pas forcément vu le match en direct, j'avais revu des images ensuite après, et une image qui m'avait frappé, c'est aussi Simon Kjær, le capitaine de cette équipe du Danemark, qui justement se met devant lui, évite justement que les caméras, il le cache, c'est ça, il se cache, il le protège. Il va voir sa femme. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est vraiment l'événement, en tout cas, qui, je pense, va souder cette équipe du Danemark pour leur permettre de faire un parcours qui est fabuleux. Après, ça se termine face à l'Angleterre, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire, quoi. Et puis ça se termine à l'Angleterre, mais ça finit, c'est chaud. C'est prolongation. C'est très très difficile pour les Anglais. Ils se sont battus comme des bœufs, quoi. Non, comme des Vikings. Ça fait écho à un deuxième événement. C'est vrai que, alors perso, c'est un truc que j'ai remarqué cette année, depuis quelques mois. Avec Eriksen, Agüero, et je crois qu'il y a eu aussi d'autres cas un peu moins graves et un peu moins marquants, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de problèmes cardiaques dans le football depuis le retour des confinements, depuis la reprise vraiment des compétitions après le Covid, et je me suis toujours demandé si c'était pas lié, parce qu'il y a eu une accélération de blessures, mais graves, de problèmes de santé graves de la part des sportifs, et surtout des footballeurs qui ont un rythme de carrière effréné
ces Ils ont derniers enchaîné. temps. Depuis les déconfinements successifs, que ce soit en Allemagne, en France, etc., tout a été très, très condensé. Les compétitions, ils ont dû rattraper, ils n'ont pas eu de pause, ils n'ont pas eu de vacances, ça s'est égrené en quelques semaines seulement de pause pour eux. Et il faudrait se poser la question si ça n'a pas eu un impact, justement. Mais c'est vrai qu'il y a eu une multiplication, et je pense qu'il y a des études qui vont être menées, on aura sûrement je pense peut-être des premières tendances dans les prochains mois, mais il y a eu d'autres joueurs, je crois que c'était Aubameyang qui a eu justement, suite au Covid, lui par contre des difficultés cardiaques, alors a priori il va pouvoir reprendre, c'était sur le coup, mais c'est vrai que ça pose quand même question de justement la gestion de l'après-Covid, peut-être pour certains joueurs aussi. Eh bien, super, on va finir sur ça. Et puis il y a un dernier point, je voulais dire, au final, les Danois qui font un 8/8 en qualif, en qualif Coupe du Monde quand même, derrière, cette année-là, et Simon Kjær qui est récompensé d'un prix pour le geste, on va dire, de l'année. Ouais. Et honnêtement, les Danois, vraiment, je ne peux que conseiller de regarder les matchs des Danois, parce que c'est vraiment, à mon avis, l'équipe la plus belle à avoir joué en ce moment en tant que sélection nationale. On va se quitter sur une... temporairement, pardon. On va se quitter temporairement. On va vous proposer une petite musique parce qu'il y a eu de belles choses quand même en 2021 et puis de moins belles choses, comme je vais parler très brièvement de cette reprise de Space Jam avec LeBron James. Mais j'ai quand même retenu quelque chose de ce film. C'est une bonne bande son et notamment cette musique de Lil Uzi Vert, donc tirée de Space Jam 2 avec LeBron James. On se retrouve après. On est de retour après ce très joli son de Lil Uzi Vert tiré de Space Jam 2 donc, et on va se retrouver donc pour 4 nouveaux événements tirés de l'année 2021. 4 événements qui sont tous sur un seul au final, les Jeux Olympiques de Tokyo qui étaient donc prévus en 2020 et reportés à l'été 2021. Je m'adresse vers celui qui nous a rejoint en studio, Pavel qui va du coup même enchaîner ces 2 événements coup sur coup, puisque c'est le calendrier qui l'oblige. Le premier d'entre eux, c'était une médaille d'or, la première pour la délégation française, celle du petit bonhomme, comme on l'appelle, Romain Canon, c'est cela ? Exactement, bonsoir à toutes et à tous. Alors, il y a une phrase qui peut être marquante quand on parle de lui, c'est « L'or olympique n'a pas changé ma vie sur le plan financier ». Et oui, mais elle a changé sur le plan médiatique. C'est en épée qu'il a obtenu sa médaille d'or. C'est une médaille d'or qui était attendue par le clan français. L'escrime est toujours
salvatrice, on va dire, en médaille d'or, mais pas forcément dans ce domaine-là, pas dans l'épée individuelle. En tout cas, Romain Canon, il est 47e joueur mondial, il ne devait pas être là à 25 ans. C'est Daniel Gérand qui devait être là, et Daniel Gérand a été pris pour contrôle positif, non pas au Covid, mais au dopage, c'est pas mieux. Et donc, il a saisi cette chance, puisque la Fédé l'a donc invité. Lui qui a vécu au Brésil et aux États-Unis étant enfant, un globe-trotteur comme on pourrait l'appeler. Il a une personnalité vraiment bluffante et puis surtout, il a une escrime qui est complètement démesurée. On a pu le voir, les gens ont savouré le spectacle offert. Il s'est offert coup sur coup, notamment, on va le dire sur la fin, le vice-champion du monde et le numéro 1 mondial, ce qui lui a permis de s'emporter une escrime dynamique pour les yeux, magnifique pour les puristes et diablement efficace face à ses adversaires. C'est ça qu'on devrait retenir de cette Olympiade pour lui. Il a été porté par une mission, on penserait même à une mission divine, tellement c'est incroyable d'avoir été repêché au dernier moment et d'être champion olympique, une récompense amplement méritée, aussi bien pour lui que pour sa discipline, au terme d'un destin hors norme. Est-ce qu'on va surtout retenir ses adversaires? Parce qu'on peut gagner l'or olympique. En étant 47e... Tu vas nous faire une Jeff Tuch, là? Exactement. On peut gagner l'or olympique, même en étant 47e. Il arrive dans ce tournoi, tête de série 23, et il élimine vraiment, quasiment à lui seul, tous les gros du tournoi, tous les gros calibres. Déjà sur sa route, en 32e, tête de série numéro 10. C'était le Vénézuélien Ruben Limardo. Et juste après, c'est le Hollandais, excusez-moi, mais Bas Vermeulen. J'espère. Soit c'est quelque chose comme ça. Soit c'est une insulte pour tous les Hollandais qui nous écoutent. Soit je l'ai bien dit. Qui est aussi tête de série numéro 7. Et là, il va en quart de finale. Et il fait déjà un premier gros exploit, j'ai envie de dire. Quart de finale. Tête de série numéro 2, le Russe Sergei Bida. Et là, est-ce que là, vous vous dites pas, pendant cette petite journée comme ça d'été, tiens, ce gars-là que je connais pas vraiment, il va peut-être me refaire mon... Je sais plus quel jour c'était, mais l'avantage d'un parcours comme ça, c'est qu'on peut se dire... En fait, il arrive sur le tournoi, on peut se dire, il a de la chance d'arriver sur le tournoi, parce que comme l'a rappelé Pavel, c'est littéralement le cas, parce que il bénéficie tout simplement de l'élimination pour dopage d'un de ses compatriotes. Et donc tout le monde peut se dire, il est là il a de la chance d'être là, il n'a pas mérité sa place, ce qui est a fortiori un peu le cas finalement, et en fait il a tout démenti il a eu la chance d'avoir le parcours qu'il a eu, enfin de tomber sur les gros qui lui ont permis tout simplement de dire à tous ces détracteurs qui lui targuaient d'une grande chance d'être dans ce tournoi olympique, il leur a tout simplement cloué le bec en leur disant bah non, regardez, je tombe sur lui, je l'ai battu, je tombe sur l'autre, je l'ai battu également, le premier, le deuxième en finale et demi-finale, bah voilà. Je crois que vous avez plus le droit de me dire quoi que ce soit. Je crois que j'ai prouvé que j'avais largement ma place, et franchement, j'espère le revoir à un tel niveau. C'est peut-être beaucoup lui demander, mais à un niveau presque équivalent de nombreuses fois. Oui, bien sûr. Que 25 bien sûr. Ans. Il a bien 2 Olympiades devant lui. Ouais. Je veux dire récemment. J'aimerais le voir récemment. Évidemment, retourner à ce niveau-là parce qu'il a la capacité de le faire et surtout la marge de progression suffisante, mais dans l'immédiat, arriver à faire à peu près la même chose, ce serait Après, formidable. c'est pas médiatisé le reste, donc on ne le saura pas malheureusement. Oui. Les championnats du monde, etc. sont pas médiatisés. J'ai pu le voir en allant au Challenge international de Paris, la tribune presse était quasiment vide. On s'est intéressé au quart de finale français. Bon, c'est du fleuret, c'est autre chose, mais c'était assez affligeant. En fait, il y avait rien de prémonitoire. Hugo, il nous dit, il a prouvé, mais en fait, le mec est arrivé sans pression. Il n'y avait rien de prémonitoire, il n'y avait rien qui annonçait. Je n'ai pas dit qu'il y avait prémonition, mais j'ai juste dit que voilà, ça prouve juste qu'il a été capable de faire ça. Familièrement parlant, on peut dire qu'il a fermé des bouches. Enfin, il a fait fermer des bouches. Il a dit, voilà, je suis arrivé, je suis 47e mondial, vous vous doutez. Il n'y avait aucun signe dans ses résultats qui montrait. Et tu parlais de son parcours. Hormis en finale, il n'a pas été mené une seule fois. En escrime, c'est totalement dingue. Enfin, tu fais un parcours en n'étant pas mené une seule fois, c'est 1, t'es serein, 2, t'es très puissant, et 3, c'est quand même assez incroyable de dire que le mec, il arrive mais sans pression, quoi. Alors que dans sa délégation, il y a bien d'autres Français, et que on l'a vu en équipe, la France a eu beaucoup de difficultés et s'est fait éliminer par le Japon d'une manière très surprenante. Donc, on peut se poser la question comment il a été chercher cette force.
Voilà, moi je pense que ça s'est joué sur beaucoup d'aspects. Déjà, il y a une délégation qui se tire vers le haut et puis surtout un mec qui est arrivé sans pression et qui a vraiment joué son escrime. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais... Qui a regardé cette journée-là? Qui était Moi, j'ai allumé mon téléviseur à 10h. Genre, j'étais vraiment très très tranquille à cette heure-là. Il se passait rien de fou. Je regarde, je prends mon petit bol, je vais devant la télé. C'est quoi ce drapeau là que je vois? Et j'entends pendant 15-20 minutes Canon, bientôt le match de Canon qui arrive. Je fais, mais... Qui est ce type? Non, il était censé faire quelque chose. Lui, on attendait quelque chose de lui ou pas du tout. Et là, je vois ça. Et ce que je trouve remarquable, c'est que tu disais que mené seulement en finale, mais la demi et la finale, il gagne 15-10, les deux. Hein. Ah non, donc, c'est-à-dire que sur les adversaires, il leur tient la distance très vite après. Mais c'est sa gestuelle, c'est sa manière d'attaquer, le petit bonhomme, cette façon de s'accroupir à une vitesse. Ça, c'est la flexibilité du mec en escrime, c'est pas. Il a un volume monstrueux. Je trouve remarquable, c'est quand quelqu'un comme ça, un sportif, qui a toujours la même gestuelle, la même mimique, arrive à battre n'importe qui. C'est vraiment, il arrive, ça fait 4-5 matchs où du coup on voit son nom qui avance dans le tableau, les gars doivent se dire, bon, coach, non, mais tu sais vraiment, il fait, tu feras attention à ci ou à ça sur ses coups fétiches, sa gestuelle, qu'importe. Tu peux dire, c'est comme Robben, tu peux dire attention, crochet intérieur enroulé, c'est pas grave. C'est notre petit Robben de ces JO, lui. Et puis deuxième événement, presque couplé, en fait, double événement, Clarisse Agbenienou. C'est un dur en prononcer. Ouais, très dur. Le lendemain en plus. 2 jours après. 2 jours après. Qui décroche sa première médaille d'or et qui même en décrochera une deuxième juste après. Par équipe, oui. On va pas parler de ça parce que c'est pas forcément le petit symbole que je voulais décrire aujourd'hui. Mais je l'ai couplé. Tu l'as couplé, t'as bien fait. Bon, t'as bien fait. Elle est une icône du judo derrière le grand Teddy Riner. Elle a déjà tout gagné à seulement 29 ans. Eh ben, Clarisse, c'est une grande championne avec un grand C. Dans la catégorie donc des moins de 63 kilos, elle domine son sujet et cherche surtout à se venger d'une défaite rageante en 2016 parce que, au Brésil, à Rio, elle était tombée sur une Slovène qui l'avait défaite en finale. On avait senti à ce moment-là beaucoup d'orgueil et on s'attendait forcément à ce qu'elle revienne 4 ans plus tard. Ça a été 5 ans plus tard, mais elle est revenue. Elle arrive avec un goût de revanche. Elle arrive avec dans sa besace tous les titres. Championne du monde, championne d'Europe, même championne des Jeux européens, le truc qui a été monté de toutes pièces pour les pays de l'Est. Voilà, elle a tout gagné. Elle a rien à prouver à personne au niveau européen et même au niveau mondial, mais il lui manque 7 médailles d'or. Il lui manque une médaille d'or vraiment qui est importante dans le palmarès d'une judokate. Surtout, elle maîtrise son parcours, elle bénéficie de ce qu'on appelle un bye, elle doit rentrer vers les 16e de finale, et à partir de là, jusqu'en finale, il n'y a rien qui la stoppe, il n'y a aucun moment où elle est mise en danger, mais surtout, ça le plus important, elle rencontre en finale la finaliste de 2016 qui l'avait battue, la Slovène, alors on va tenter de dire le nom, Tina Trsteniak. Bon. Et par contre, du coup, cette dernière s'incline, cette fois-ci, au terme d'un match complètement dingue, que ça se joue sur le gong. Et surtout, elle s'incline, la Slovène, mais Clarisse s'effondre en pleurs parce qu'elle le sait, elle a marqué l'histoire de son sport et inscrit son nom dans la légende. Alors la question qu'on pourrait se poser, au-delà de cet accomplissement olympique, c'est est-ce qu'elle est la plus grande sportive française de son temps? Pas forcément de tous les temps, mais est-ce que ça pourrait être la plus grande sportive française de son temps? Mais en tout cas de l'année, puisqu'elle a été élue par l'équipe championne française de l'année, pour la 3e fois d'ailleurs. Alors que non franchement oui elle a marqué en tout cas l'histoire du judo français, elle a tout gagné, tu l'as dit, donc oui elle a marqué son sport et pas qu'un peu. Et tu l'as dit juste en ton introduction et j'ai trouvé ça très juste, elle est dans l'ombre un autre géant français du judo qui s'appelle Teddy Riner qui lui a laissé la lumière, je trouve. Qui lui a laissé la lumière, exactement. Parce que lui il fait médaille de bronze en individuel. Ouais. Et même dans leur victoire en équipe, justement, j'ai trouvé qu'il a laissé beaucoup de place aux autres. Pas que à Clarisse, mais à tous les autres. Et j'ai trouvé ça génial. Mais pour revenir à Clarisse, justement, sportive française, sportive de son temps en France, oui, largement. Parce que franchement, là en tête, je n'arrive pas à voir d'autres filles qui survolent autant son sport, en fait. Perrine Lafont, je pensais.
Ça marche très bien. Si, ça marche pas mal. Mais son sport est beaucoup moins médiatisé, donc c'est sûr mais que... Perrine Lafont, c'est vraiment que les débuts sont déjà sans sas, et tu te dis, elle est en lice, c'est sûr et certain, mais tu te dis, bon, peut-être que d'ici 5-6 ans, là, on pourra dire quand même qu'elle est passée numéro 1 si elle continue sur sa lancée. Parce que vraiment. Clarisse n'a pas 20 ans, quoi. Oui, c'est vrai. Elle a quel âge Lafont? Non, mais Lafont, elle est jeune encore. 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. Nous, on est là en studio, on papote, et puis elle gagne des médailles. Après, c'est. Mais oui, ce qui est impressionnant, après je laisse la parole à François, j'en ai pour 10 secondes, mais par rapport à Lafont n'est plus invaincue. Elle n'est plus invaincue, Lafont. Et surtout, Agbenienou est toujours invaincu depuis Rio. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'était un peu comme Riner disait, lui n'est plus invaincu. Et ben, Lafont, elle est vaincue. Là, par exemple, si on devait parler des Jeux d'hiver, elle n'arrive pas en confiance forcément aux Jeux d'hiver. Elle a moins de victoires que d'habitude et elle a perdu face à des adversaires. Agbenienou, à part la Slovène, il n'y a personne qui l'a stoppé. Et c'est ce que j'allais dire avec Riner. C'est presque nos seuls sportifs français encore actifs en lice qui peuvent se targuer de montrer leurs 10 doigts et dire que c'est mon nombre de titres minimum, tu vois. T'en connais beaucoup qui peuvent faire ça. Même Sébastien Loeb, il arrive pas. Monte Carlo, il peut peut-être le faire avec les doigts. Ou si tu cumules Ogier et Loeb, c'est impressionnant. Il manque des mains. C'est 17 là, donc il faut beaucoup de mains. Et puis ouais, c'est ça. Et puis ce que je retiendrai de Clarisse aussi, c'est que effectivement, c'est cette maîtrise sur et en dehors du terrain, notamment pendant les Jeux Olympiques. Faut pas oublier qu'elle est porte-drapeau. C'est quand même une sacrée pression. C'est quand même quelque chose. Et c'est pour ça que c'est vrai que on la compare de fait parce que c'est le même sport avec Teddy Riner, mais je crois qu'ils sont faits vraiment du même bois, c'est-à-dire ils arrivent à se concentrer à la fois sur leur sport, mais aussi en dehors. Et ça, vraiment, je trouve que c'est encore plus, même si au final, bien sûr, elle perd en finale, c'est triste, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait louable et honorable. Et donc, on va finir sur le judo, mais on va continuer pour l'olympisme, pour un nouveau sujet de 2021. C'est Hugo qui, comme on s'en marrait juste avant le début de l'émission, est sorti, on va dire... de mes sentiers. Ouais, voilà, en apparence. Tu as emprunté les sentiers battus, on va dire, et tu as retenu, toi, une victoire d'un sport collectif, le volley. Oui, alors j'en parle très peu, on en a, je crois, jamais parlé encore de ce sport dans l'émission. Non. Ou en tout cas, on l'a juste mentionné une ou deux fois, mais c'est un de mes sports préférés, le volley. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Et je voulais évidemment parler de la victoire de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de cet été, enfin de l'été dernier du coup. Que j'ai trouvé extraordinaire pour une raison toute simple, c'est que c'était la dernière compétition de Laurent Tilly, l'ancien entraîneur des Bleus à la tête de l'équipe. Et pour faire très rapidement, je voulais juste revenir rapidement sur leur parcours que j'ai trouvé extraordinaire. Il faut rappeler que l'équipe de France termine seulement 4e du groupe B, sachant qu'il y a 2 groupes, 2 poules aux Jeux Olympiques en volley. Donc ils terminent 4e, donc un parcours très peu brillant. Ils arrivent à se qualifier in extremis pour les phases finales, donc les quarts de finale ensuite. Pendant ces phases de poule, ils ont été battus d'emblée par les États-Unis 3-0, ça a été rapide. Ils ont réussi à... Enfin, ils ont réussi un petit peu un sursaut d'orgueil 3-0 face à la Tunisie ensuite, ce qui était plutôt gagné d'avance, on va dire, mais les États-Unis l'étaient supposément aussi et ça leur a pas empêché de perdre. Et ensuite, l'équipe de France est retombée dans ses travers, a perdu 3-2 face à l'Argentine qu'ils ont rencontré encore plus tard dans le tournoi et ils ont battu la grande Russie 3-1. Ce qui leur a permis de se qualifier pour la suite de la compétition malgré une défaite face au Brésil. En quart de finale, les Bleus sont tombés sur la Pologne, une grosse nation aussi qui est très difficile à jouer et qui pourtant ils ont réussi à la battre 3-2. Et c'est en demi-finale que les Bleus sont retombés face à l'Argentine, l'équipe qui leur avait fait perdre un match pendant la phase de poule. Et cette fois-ci, la France s'impose 3-0, ne laisse pas de place au débat et va retrouver en finale, sans aucune surprise finalement, la Russie qu'elle arrive à gagner au terme d'un match fou, complètement fou. On gagne 2-7-0. La Russie arrive à revenir à 2-7 partout. Et c'est la France, les Français arrivent à se transcender complètement sur cette dernière phase du match que j'ai trouvé extraordinaire, notamment l'avant-dernier point avec la passe finalement rendue à l'adversaire et finalement qui marque le point. Je me rappelle plus du joueur, c'est Antoine. Bon bref, mais match. Brizard. C'est ça.
Brizard. Antoine Brizard qui fait un point. Brizard qui n'a pas été récompensé meilleur joueur de volley 2021, je crois. Je crois que si. J'ai cru voir passer. Si. Info. Possiblement, ouais. Enfin voilà, et du coup, il faut rappeler quand même qu'en 2016, l'équipe de France avait été éliminée par le Brésil, qui jouait à domicile à ce moment-là et qui est une grosse équipe dans le volley mondial. Et ils ont réussi à aller en finale cette fois-ci, à gagner le tournoi pour la dernière de Tilly, qui s'est même offert une balle pendant la finale. Oui. On se rappelle de cette image, c'était assez rigolo. Mais voilà, moi je voulais revenir là-dessus parce que je trouve que c'est un des moments de sport collectif. On sait que le sport collectif français a grave marché pendant, si on peut me passer l'expression, mais pendant les JO, c'était monstrueux. Et on n'a pas assez parlé du volley, je trouve. On a trop parlé du handball, on a beaucoup parlé du basket, mais le volley est passé un peu la trappe. Et je voulais un petit peu redorer ce sport. Ce qui est fou, c'est que on attend les handballeurs, en tout cas masculins, parce qu'il y a aussi le parcours féminin, mais les handballeurs étaient attendus. Les basketteurs, au final, étaient aussi attendus, même s'ils n'avaient pas forcément. Ils avaient un début avant l'Euro, les Jeux Olympiques, un peu compliqué. Et le volleyeur, ils étaient pas du tout attendus. Ils étaient là, ils étaient qualifiés in extremis pour les Jeux Olympiques. C'était dur pour se qualifier. Et du coup, ils sont un peu là parce que c'était compliqué en volley pour l'équipe de France depuis longtemps. Le dernier titre, c'était une Coupe d'Europe en 2014 ou 2015. J'ai plus la date en tête, et je crois que c'était même encore avant, peut-être 2013 ou 2014. Mais voilà. Et le changement d'entraîneur aussi acté en quelque sorte que ce serait des JO de transition et qu'il fallait pas en attendre. C'est en quelle année qu'on a remporté la Ligue mondiale ? 2015 ou 16, 18, ok. C'est en 2018 qu'on a remporté la Ligue mondiale, d'accord. Ouais, c'est récemment. Ça va plus récent que le titre de. Mais le dernier titre majeur, c'était l'Euro. Et 2013, quelque chose comme ça, je crois, l'Euro. Mais en tout cas, voilà. Ça rend leur parcours encore plus beau. Complètement. J'avais demandé qui a vu un petit peu le volley pendant les JO. Ouais, Alors, anecdote, la finale, je l'ai vue, je bossais à ce moment-là, je me suis enfermé pendant tout le dernier set aux chiottes, au boulot, pour être sûr de rien rater. Et j'ai crié, je crois que des gens m'ont entendu. En plus, il y avait le hand en même temps de mémoire. Ouais. C'est ça qui l'a aussi un petit peu éclipsé. Le hand et puis le basket aussi. Donc, on avait 3 trucs en même temps. C'est le week-end là, c'est le week-end Sportco et c'est l'ultime week-end des JO. Il y avait le basket dans la nuit de 4h à 5h du matin, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y avait eu le volley et le hand quasiment en même temps qui sont chevauchés. Pour rebondir un tout petit peu une dernière fois sur ce volley, au final, je note que le dernier carré, France, Argentine, Brésil, Russie sont les 2 demi-finales. Les 4 sont les qualifiés du groupe B. Est-ce que du coup, au final, la France, déjà sortir de ce groupe B, comme tu dis, même si c'est à l'arraché, on n'était pas déjà quand même bien parti? Sur le papier, c'était compliqué parce que déjà, tu avais le champion olympique en titre, qui était le Brésil, je crois. Oui. T'as la Russie, c'est la Russie, clairement, dans les sports de gymnase, comme j'aime les appeler, ils sont bons de partout, et surtout en volley. L'Argentine, qui est une nation qui, comme ça, donne pas l'air, mais finalement, c'est une des plus grosses nations du volley mondial. Et la France, qui, essaie de se faire sa petite place au milieu de tout ça. Faut quand même rappeler que dans le groupe A, il y avait aussi des bonnes nations, la Pologne. Il fallait la sortir en quart de finale aussi, la Pologne, malgré tout. C'est une grosse nation de volley également. Donc groupe de la mort, c'est certain. Réussir à en sortir, c'était bien. La seule ombre au tableau, ça a été la défaite face aux États-Unis d'entrée, qui a quand même fait un petit peu peur à tout le monde. Parce que perdre 3-0 face aux États-Unis en entrée d'un tournoi, sachant que les États-Unis sont loin d'être favoris, et que tu es dans un groupe compliqué, disons que les chances s'amoindrissent. C'est pas faux. Et puis, on va passer au dernier sujet avant la petite pause de et la fin de cette première heure d'émission spéciale Retour sur 2021. C'est moi qui me suis permis, puisque j'ai fait 11 ans et demi de handball. Je ne pouvais pas, malheureusement, passer à côté de ce doublé olympique. Hommes et femmes ont remporté chacun respectivement donc, les médailles d'or. C'est la première pour les femmes, pour nos femmes françaises, qui étaient déjà en train de glaner ces dernières années toutes les médailles possible, du moins finir quasiment tout le temps sur le podium grâce à Monsieur Crumbles qui est à la tête des filles. Et puis les garçons qui l'avaient encore amer avec cette finale 5 ans auparavant qui était déjà France-Danemark, et on avait hâte qu'ils les rebattent avec ce foutu Hansen en face, et finalement ils l'ont fait. Là par contre, pour le coup, les Français, comme tu le disais Elie,
c'est bien différent. Les Français hommes, j'entends. Les Français hommes, ils avaient quand même Ils étaient favoris. cette grosse responsabilité. Ils s'étaient qualifiés quand même péniblement, mais ils avaient cette grosse responsabilité derrière de se dire, à chaque fois qu'il y a eu des Jeux Olympiques, depuis l'ère des experts, donc depuis la finale 2008 remportée, c'est 2 médailles d'or et une finale donc perdue 5 ans auparavant. On y croit encore à la finale, tu vois. Oui. Non, mais une obligation. Enfin, comme tu l'as dit, pour les filles, c'était la première médaille d'or. Pour les mecs, on pourrait presque dire que c'est la routine, parce que s'ils vont pas jusqu'en finale, c'est presque une Olympiade ratée pour eux. Et la mission pendant ces JO-là, en quelque sorte, c'est qu'ils tombent dans un groupe plus ou moins compliqué, mais c'est toujours compliqué, de toute façon, quand on tombe contre des équipes comme ça. Mais la mission principale des garçons, c'était absolument de finir dans les premières places pour ne pas tomber face au Danemark avant la finale. C'était surtout ça, la mission. Et à côté de ça, j'étais vraiment positif. Par contre, du côté des filles, c'est là, ceux qui ont peut-être aussi suivi un tout petit peu le championnat du monde là, de décembre, on espérait qu'elle gagne, qu'elle fasse le doublé au final. Ça ne s'est pas fait, mais cette médaille olympique, c'est une des plus belles. Enfin, sur les sports co, puisqu'on a eu volley, donc handball et handball. On a argent en basket masculin, on a argent en rugby à 7 féminin, et on a bronze en basket féminin. Basket féminin, ouais. Et finalement, sur ces 3 médailles d'or-là, c'est vrai que du coup, c'est la seule féminine. Et sur le reste de la compétition aussi, moi, ce que je retiens, c'est une des vraies médailles d'or féminines avec Clarisse, entre autres. Notamment, les femmes ont été plus marquantes sur les sports individuels que collectifs. Ouais. À l'inverse des hommes qui ont été beaucoup moins marquants sur les sports individuels. On peut prendre l'exemple qui vient en tête, c'est le triathlon. On a été très déçus. On avait les numéros 1 mondiaux et on a été très déçus. Et au relais, heureusement qu'il y avait les filles, parce que sinon on perdait. Donc, bronze, ouais. On a fait bronze au triathlon. Donc non, ouais, c'est un paradoxe assez intéressant. Non, ouais, c'était une belle médaille. Franchement, c'est un beau parcours tout du long. Et on aurait espéré qu'elle fasse la même chose, puisque c'était bien parti là, ces dernières semaines. Mais la Norvège a pris sa revanche. Ouais. C'était une belle médaille, d'autant plus que c'était assez une surprise. Je trouve quand même que elles étaient assez mal rentrées dans le parcours. Elles ont fait le parcours, tu pourras reprendre après. Le parcours en poule, j'appelle ça le parcours miroir. Victoire, nul, défaite, nul, victoire. Et cette dernière victoire, en fait, sans ça, elles sont vraiment plus du tout dedans, quoi. C'est fini. Oui, donc ça rend la victoire d'autant plus belle d'être entré dans la compétition avec quelques difficultés. Et demi face aux Suédoises. Et ce qui, moi, m'a poussé obligatoirement à mettre ce handball-là dans l'émission ce soir, vous me pardonnerez. Mais c'est que les filles ont gagné le 8 août, donc le lendemain, et c'était le jour de mon anniversaire. Donc ce week-end-là handballistique, qu'est-ce que je le chéris, c'est mon sport, c'est un peu ma vie. Voilà. Mais c'est vrai qu'elles ont fait, comme a dit Pavel, elles ont vraiment participé à faire en sorte que le sport féminin collectif soit vraiment très bien représenté pendant ces JO. Malgré qu'il y ait eu quand même des petits ratés, et c'est plutôt positif, en espérant que dans 4 ans à Paris, galvanisés par leur public, elles réussissent à faire je pense que le groupe sera quand même un petit peu remanié, comme là ce que font les hommes. Tu vois, t'as d'autres noms qui ressurgissent, il faut reconstruire. Si Monsieur Crumble est peut-être ou non encore là, il y a des facteurs comme ça où je pense pas qu'on soit les favorites forcément à l'arrivée des JO de Paris. Mais sans lui, c'était quand même compliqué. Il y a eu la phase, oui, où lui a quitté son poste. En fait, t'as l'impression qu'on a que lui en France, c'est quand même fou. Ça, par contre, ça m'inquiète aussi, en termes de. J'espère qu'on n'aura pas la même pénurie dans d'autres sports, parce qu'un entraîneur, c'est quand même un guide, un phare, normalement. On aura peut-être des générations qui arriveront après, avec tous les grands joueurs qu'on a eus jusque-là et qui commencent à prendre leur retraite petit à petit. Est-ce qu'ils sauront coacher? C'est la question que. C'est vrai. Qui
peut se poser, parce que c'est un art. Mais en tout cas, c'est vrai que le week-end handballistique avec la victoire, les Français qui ont brillé dans le handball mondial pendant cette période, c'est un des gros événements de l'année. C'est vrai qu'il faut le rappeler absolument. C'était magnifique. Merci beaucoup. On va se quitter temporairement. Elie, n'aie pas peur. Ce n'est que la fin de la première heure sur ce retour sur 2021, mais ça passe vite, une heure, mine de rien, quand on aime ce qu'on fait et ce dont on parle. Et pour la petite anecdote, du coup, la musique qui va arriver, c'est Let's Get Ready to Rumble, tirée de la fameuse phrase Michael Bluffer, l'ancien boxeur et annonceur des grandes rencontres américaines. Et le problème, c'est que ce monsieur-là, il a apposé maintenant sa catchphrase en anglais, il l'a apposé de sorte à ce qu'elle soit copyright, qu'elle ne puisse pas être employée. Du coup, il y a des petits malins qui se sont amusés à changer une lettre avec un petit R H-U-M-B-L. Ça donne « Préparez-vous au rhum », histoire de bien faire la teuf. On s'écoute ça et on se retrouve juste après pour la deuxième heure. Got to be an AKA lover. Give us the motivation, we can cause a sensation. Give us the aspiration, we can cause a sensation. Give us the girls top speed, give us the girls stampede style and smile and everybody buck wildin'. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Get ready, get ready and rumble. Everybody rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Get ready, get ready and rumble. Everybody rumble. To end in the rhyme, raw and pure like sushi. Don't try to do me, use me, or even try to sue me. We lay down the law, we're quick on the draw. We played it, we made it, the rest don't score. No jokes, no messing. We teach you a lesson, a state of confusion to keep you all guessing. Freaking it, sweating it, busting the mic, slamming it, jamming it, do what you like. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Get ready, get ready and rumble. Everybody rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Get ready, get ready and rumble. Everybody rumble. Freaking it, sweating it, busting the mic, slamming it, jamming it, do what you like. Let's get ready, 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 let's get ready to rumble. Won't just wreck the mic, won't just wreck the mic, won't just wreck the mic. Psych. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Get ready, get ready and rumble. Everybody rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Get ready, get ready and rumble. Everybody rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Get ready, get ready and rumble. Everybody rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Get ready, get ready and rumble. Everybody rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Get ready, get ready and rumble. Everybody rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Get ready, Il est 23h03, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 FM et on débute cette deuxième heure, seconde heure du Campus Sport Club qui revient exceptionnellement ce soir sur l'année 2021 à travers 16 événements, pardon.
On poursuit. Il y en a une qui n'a pas encore eu un seul de ces événements dit et qui était impatiente encore pendant la musique. C'est Sophie. Sophie qui a choisi l'US Open, qui arrive donc cette année début septembre. C'est ça. Je voulais revenir sur donc une journée bien spéciale, le 11 septembre 2021, le jour où Emma Raducanu, 18 ans, à la surprise générale, remporte l'US Open contre la Canadienne Leylah Fernandez, 73e joueuse mondiale. Elle devient alors la première athlète de l'histoire à gagner un Grand Chelem après avoir dû se qualifier pour cela. Donc elle était partie à la 343e place et elle a atteint, après ce Chelem, la 19e place mondiale. Bon, une victoire forcément qui a enflammé le pays, l'Angleterre. Elle a été personnalité sportive de l'année. Après, elle a même reçu le titre honorifique de membre de l'Empire britannique. Assez classe. Mais la suite de sa carrière est quand même moins rose. Parce que elle a fait une sortie prématurée à l'India Wells, une élimination au premier tour à Linz. Ensuite, Abu Dhabi et Melbourne ont été annulés à cause du Covid. Et là, l'Australia Open, elle a fait une sortie au 32e de finale. Donc moi, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous pensez que sa victoire à l'US Open, c'était la chance du débutant, une vraie chance, ou est-ce que c'est les prémices d'une future super championne qui, là, a un peu trop de pression sur elle, mais qu'on pourrait revoir dans quelques années, une fois qu'elle Déjà, sera à vraiment noter préparée. quand même que ce sport, grâce à 7 tours, on est d'accord, un Grand Chelem, 7 tours, 7 victoires, te propulse des bas-fonds au sommet. Oui. Très rapidement. Ouais, si t'inquiète pas. Le calcul est Et tu vois, bon. je pense que pour répondre à ta question, je pense que Pavel, vu la tête qu'il a fait en même temps que moi, je pense qu'il va être d'accord avec moi sur ce coup-là. Un coup de chance en Grand Chelem. Surtout à Wimbledon. À Wimbledon, ça n'existe pas. mais On moi, peut avoir un coup de jamais chance. C'est à l'US Open pour le coup. À l'US Open C'est à l'US C'est Open. l'US Open. pardon. Oh Mais, Ah oui, c'est l'US Open. mais peu importe le Grand Chelem, Eh ben je moi, pense que j'aurais dit l'inverse. ça n'existe pas le coup de chance. Moi, j'aurais dit que c'était un coup de chance parce que à chaque fois, les tableaux WTA sont super ouverts parce qu'il y a, il est au final très irrégulier. Et il y avait Jelena Ostapenko qui avait gagné à Roland-Garros, on l'a annoncé. Elle était, elle n'était pas issue des qualifications, elle était 75e mondiale, peut-être 80e. C'est ça qui est encore plus dingue, ouais. Et elle gagne Roland-Garros, tout le monde se dit, parce elle était toute jeune, 18-19 ans aussi, tout le monde se dit, allez, c'est parti, future grande. Au final, elle a pas confirmé totalement, elle a confirmé autour de la 20e, 30e place, je connais pas son classement actuellement. Mais on l'a plus jamais revu à ce niveau-là en Grand Chelem. Il y a eu Ashley Barty aussi qui a eu du mal à reconfirmer après Roland Garros. Ouais, maintenant, tu vois, tu fais bien de parler d'Ashley Barty, elle est complètement débloquée. Enfin, on peut avoir une mauvaise surprise, mais aujourd'hui, qui va la battre à l'Australian Open? C'est une des seules exceptions, parce que sinon, après, c'est pas rare qu'on Vondrousova n'a jamais confirmé. Non, c'est Vondrousova qui gagne Roland Garros l'année bizarre, là. Ou c'est justement Ostapenko, je sais plus. Mais t'as Ostapenko a gagné un Roland. Mais t'as aussi une Vondrousova quelque part. Krejcikova. Là, l'an dernier. Qui te dit qu'elle va confirmer. Voilà. Bartoli, à part avoir gagné Wimbledon, en Fed Cup, elle a été maudite. Elle n'a jamais rien apporté à la France alors qu'elle est hyper talentueuse. Elle n'a jamais été au-delà de la 5e, 6e passe mondiale. C'est énorme, hein, mais tu vois, elle a gagné qu'un titre du Grand Chelem. Elle l'a pas confirmé. Ostapenko, c'est... Mais elle perd sur qui, dis-moi, Sophie, là, l'Australian Open, Raducanu, parce que c'est passé complètement inaperçu, ça. Elle perd contre Kovinic. Kovinic, oh là. Et même quand tu regardes au final sur l'US Open, j'ai sous les yeux, en fait, elle affronte deux têtes de série sur l'ensemble du tournoi. Une tête de série numéro 11, Bencic, et tête de série numéro 17, Sakkari. Ça t'ouvre quand même grandement les portes d'une... Enfin, évidemment, c'est très compliqué quand tu es issu des qualifs, etc. Mais si tu es suffisamment galvanisé par l'enjeu, etc., et que tu n'affrontes pas non plus des pointures de ton milieu, je pense quand même que c'est assez ouvert pour te permettre d'aller jusqu'en finale et de décrocher un petit truc, quoi. Chez les mecs, c'est jamais arrivé en plus. Pour l'info, du coup, en face, elle a la petite Canadienne Leylah Fernandez. Elle, dans sa moitié de tableau, elle est quand même obligée en chemin de sortir au 3e tour Naomi Osaka. On dit pas n'importe qui là quand même. Non, c'est clair. En quart de finale, elle tombe quand même contre Elina Svitolina, qui est pas la meilleure quand même sur les grands chelems, mais qui est c'est fini, mais oui. Et en demi-finale, elle sort la numéro 2 mondiale, Sabalenka. C'est peut-être elle qui fait la vraie
prouesse du tournoi, mais Raducanu, elle a Elle est au pas moins le récompensée, mérite de venir des qualifs. Après, c'est aussi le jeu de. Je vais revenir sur ce qu'a dit Ellie. En fait, je pense qu'il faut juste pas confondre le tennis féminin et le tennis masculin. Le tennis masculin, il est dominé par 4 gars et basta. Voilà. Maintenant, Non, quand même. T'as la nouvelle génération, En mais ça gros, fait 15 ans qu'on nous parle d'une nouvelle génération. Enfin bref, mais en gros, voilà, tu sais à quoi va ressembler le carré final à peu près. Voilà. Y a rarement de surprises, même si ça tend un petit peu à se modifier, mais voilà, c'est juste pour Voilà, faire. était quand même à 2 doigts de battre Nadal cette nuit. Non, mais c'est pour faire un. Mais je comprends ce que tu veux mais dire. ce que je veux dire, c'est que en fait, le tennis féminin est beaucoup plus lissé, un peu plus homogène, et permet un petit peu plus à des talents d'émerger, à des joueuses de venir gagner des titres. Peut-être que ce sera le seul de leur carrière, mais au moins elles en auront gagné un. Et c'est cool parce que ça permet de voir aussi du mouvement. Alors oui, ça peut donner cette impression d'irrégularité, ça peut aussi donner cette impression de coup de chance, comme t'as posé la question, Sophie, mais c'est pas pour autant. Pour moi, c'est pas pour autant une chose qui va exister dans. Enfin, tu gagnes pas. Je reste sur mon truc. Tu gagnes pas un grand chelem avec de la chance. C'est pas possible. Donc moi, je trouve que c'était vraiment. C'est vraiment une grosse performance de sa part. Après, les Anglais, ils ont peut-être fait un petit peu trop de là à la nommer. Je sais plus quel est le titre. C'est Elisabeth. Elle est un peu. Ouais, voilà. Ils font souvent ça. Ah oui, mais dès qu'il y en a un qui gagne là-bas, il est rincé. Mais c'est si elle avait gagné Wimbledon, oui, je pense qu'on aurait pu légitimer ça. L'US Open, bon. Marion Bartoli, je sais pas, elle a pas reçu la Légion d'honneur à la suite de Wimbledon. Il faudrait se renseigner, mais je pense pas. Enfin, non, mais le tennis féminin, je pense que c'est le mental et la mentalité que t'as le jour J qui joue énormément. C'est pas le physique. Regardez Arina Zabalenka, Adrien t'en parlait. Là, à l'Australian Open ou même avant, elle ne mettait plus une première balle dedans. Mais c'est pas un blocage technique, parce que dans les coups droits, elle était toujours la même. Mais au service, dans sa tête, elle avait un truc qui disait « j'arrive pas à servir ouais, ». Et t'as un jour comme ça, t'as un truc comme ça où tu peux te dire « putain, soit je suis nul, soit je suis transporté ». Et Fernandez et Raducanu, sur un grand chelem, c'est le dernier grand chelem de l'année, hyper ouvert. C'est hyper ouvert l'US Open, il y a toujours des surprises. Sauf, Djoko n'est pas recordman de victoire à l'US Open, c'est à l'Australian Open. Début de saison, lui, il s'est rentré. Mais en fin de saison, les mecs sont un peu plus light, les filles surtout. Et ça ouvre des surprises, mais on pouvait pas s'attendre. Des qualifs, c'est quand même 3 tours, 2 sets gagnants. Chez les mecs, la plus grosse perf, par exemple, par Roland d'un qualifié, c'est une demi-finale, déjà énorme. Ça prouve quand même que, tu vois, t'as 3 matchs dans les pattes. T'enchaînes en plus avec un tableau où t'as 7 tours pour aller gagner. Après, j'ai pas dit qu'il y avait pas de talent non plus, je pense. Non, mais non, n'importe qui autour de la table, on lui donne une raquette, faut savoir la on chance lui met à qu'il y en a l'US toujours. Open, Il y a une base personne passe un médian. tour. Il y a une base médian, tu vois. Cette fille-là, elle est capable de gagner. Je suis très sévère. Elle gagnera toujours à top 150 ou plus. C'est parce que le tennis féminin, c'est tellement. Elle gagnera toujours. Parce qu'elle a une base médian technique. Par contre, mentalement, le jour où elle s'effondre, le jour où elle est pas en forme, ça donne un 32e de finale. Faut pas oublier qu'elle a quand même que 18 ans, peut-être 19 maintenant. Elle est précoce. Ça reste très très jeune et enfin elle va se renforcer avec l'âge. Donc je n'arrive pas à me souvenir, j'aurais pu le chercher un peu en amont. C'est une finale quand même record aussi niveau des âges. Enfin, oui, la moyenne d'âge. Ouais. Parce que Fernandez, elle a quel âge? Elle a 18, je crois. Les deux avaient 18 et 19. Hein. Donc, enfin, la moyenne d'âge elle est déjà terrible. C'est leurs parents qui les ont emmenés au stade, sans déconner. Ils ont même pas le permis. Là, tu rigoles, mais c'est un entraîneur. C'est pas faux. Avec la majorité internationale, tout ça, je doute quand même qu'il y ait. Elle avait un entraîneur français, Fernandez. Je l'ai croisé près de Grenoble. C'est Romain de Rieder. Je l'ai croisé. Il m'a dit waouh, j'aurais jamais imaginé que Leïla elle fasse finale. Tu vois, elle est dans une super structure, mais jamais t'aurais pu imaginer que fasse finale. Elle a un jeu complètement décousu. En plus, c'est super pour le Canada. Je veux pas faire de politique, mais le fait que ce soit une Amérindienne, une fille d'origine amérindienne qui fasse ça au Canada, c'est bien considéré. Là où les minorités sont bien accueillies. Et puis même chez les hommes, les jeunes Canadiens, maintenant, ils ont une vraie force. Tu vois. Lassim, Chapovalov, on l'a vu cette nuit. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, ça faudra en faire un débat sur une émission. Est-ce que les grands joueurs ont un traitement favorable dans les grands chelems? Moi, je pense pas. Mais ça faudra en parler parce que cette nuit, on a vu des exemples quand même. On verra ça. Mais bon, voilà. Pour revenir sur le record, oui, la dernière fois que c'était une finale entre deux tenniswomen aussi jeunes, c'était entre Serena Williams et Martina Hingis en 1999.
C'est vrai que ça a J'allais dire il y a remonté 20 ans, quand tu même. vois. Eh ben, Les deux ont confirmé. J'aurais presque C'est pas pensé- des petits noms, tu sais. J'aurais presque- Oui, c'est ça. Bah oui, Les c'est deux ont ça. confirmé quand même. Sinon- pas des petits noms. Donc la question de tout à l'heure, Raducanu, on espère qu'elle On espère. confirme. C'est ça. Est-ce qu'elle ira jusqu'à gagner 24 grands chelem? Non, Sûrement Mais- pas. le sais- tennis sinon, elle féminin aurait est pas trop, déjà c'est confirmé. pas la bonne ère, enfin c'est une ère trop homogène. ouais. Serena Williams peut le faire, aurait pu le faire, je sais pas à combien elle est, mais à son époque, oui. Ce Serena Williams, elle arrivait tout le temps avec le bon état d'esprit, mais Donc là, on- t'as trop de on monde. parle de chance du débutant plus ou moins, mais le ce moment. qui joue aussi, c'est que quand tu as face à toi des joueuses confirmées sur le circuit que tu as croisé, tu connais, les entraîneurs connaissent, et il y a une habitude, il y a de la gestuelle, c'est du mimétisme. Parce qu'il est Là, issu- là ouais. tu tombes contre une petite inconnue, et quand elle te Ouais. met dedans, tu sais pas quoi faire, quoi. Et puis elle a le Je pense que rythme. ouais, Attends, elle sort tu du sais pas qualif. quoi faire. C'est un impact physique, mais c'est un énorme avantage. T'es dans le rythme. Tu es dans ton tournoi. Le mec au premier tour ou la fille, elle arrive à Roland-Garros, elle doit jouer le dimanche, elle arrive le vendredi ou samedi. L'autre, ça fait depuis le lundi qu'elle fait les qualifs. Elle joue sur les cours annexes. Là, tu lui refous encore un coup annexe. Elle les connaît. Elle connaît l'ambiance, elle connaît le lieu. L'US Open, c'est pareil. Hein. Raducanu, elle est très vite rentrée dans le bain. Et- Ah, c'est très juste. hein. À la limite, pour finir sur cette partie tennis, ce qu'on peut noter, comme tu dis, en termes de rythme, Raducanu, quand même, sur la deuxième semaine, 8e, quart, demi et donc finale, toutes ses victoires sont en 2-7. Là où Fernandez, de son côté, elle a bataillé en 3-7 contre Angélique Kerber, en 3-7 contre Svitolina et en 3-7 contre Zapalenka. Donc elle y laisse quand même déjà deux bonnes heures de jeu aussi. Enfin, elle se dans paye les des scalps Et le quand même. score, le score de Mais la c'est- finale, c'est C'est 6-4, 6-3. C'est sans appel. hein, C'est à parce sens que unique, ouais, c'est- parce que y a pas Fernandez de- accuse un peu le coup. Ouais. Ouais, voilà. Bah, elle en a moins dans les pattes, quoi. Mais le scalp qu'elle se paye quand même. Kerber, Svitolina, Zabalenka, c'est quand même dingo. Et on poursuit. Et on est toujours sur ce petit mois de septembre. Et Cocorico, encore une fois quand même, parce que dans les choix, faut pas se l'avouer. Il faut se l'avouer, pardon, mais les Cocorico nous ont fait très plaisir cette année. Et Audrey, comme deuxième choix, a voulu retenir l'exploit année sur année, coup sur coup de notre roi, Alaphilippe. Bah oui, c'est mon moment marquant de 2021, si je devais en choisir qu'un. Parce que oui, je vais parler de celui qui a laissé parler son talent pour écrire l'histoire du sport français d'ailleurs, hein, et y ajouter un exploit inédit, celui d'être le tout premier Français à conserver son titre de champion du monde de cyclisme sur route. Donc oui, Julien Alaphilippe à Louvain en septembre, qui a encore une fois répondu présent dans les rendez-vous importants au terme d'une course assez folle où il a multiplié les attaques pour dynamiter la course. Alors en plus, il est arrivé sans pression, ce qui était quand même assez inédit dans son année parce qu'il s'était mis énormément de pression avec ce maillot arc-en-ciel toute l'année pour être à la hauteur. Et finalement, c'est en étant presque soulagé de le laisser au placard et de lui dire au revoir que il a pu réitérer son exploit. Coup sur coup, Sagan qui, quelques années avant, fait un triplé, mais on parle quand même d'un Sagan qui a eu un ou deux tracés sur les 3 titres assez à son avantage. Surtout que c'est un sprinter puncher, donc Ouais. ça veut dire que lui... Donc, pour gagner sur les championnats du monde 3 années de suite, c'est que le tracé, déjà... Oui, Voilà. le parcours à Louvain était moins à l'avantage d'Alaphilippe qu'il était que L'année Imola l'était. ouais. Et puis là, ça Ah va, oui, Imola, c'était typique Alaphilippe. là, ça va être c'était, terrible. L'an prochain, c'est vraiment du sprint. Enfin, Ouais. typique d'un mec comme Michael Matthews, des gars comme ça, sprint qui punch un peu, Une mais... petite bosse à la fin. Mais... Voilà, ouais, mais là, Est-ce que Alaphilippe va... ah, il est bon en lactique hein, quand même. hein. C'est- On va peut-être pas lui en demander trop. Mais, Non. mais est-ce que, comme tu l'as rappelé, ça s'est fini, donc ça s'est fait tout simplement en Belgique. Est-ce que un peu en avant-course et même en début de course, on n'est pas déjà en train de se dire va y avoir un duel Wout van Aert Alaphilippe à un moment donné, Bah si, hein? mais parce que c'est aussi enfin, comme on l'a dit, c'était des courses. C'était une course qui était faite pour un duel comme ça. C'est-à-dire que vraiment, tu as Alaphilippe qui, comme a dit Pavel, était décontracté, qui arrivait gagnant et qui avait envie d'y aller. Et puis à côté, Van Aert qui est à la recherche de son titre, qui est à la recherche de ce maillot arc-en-ciel et qui le veut. Chez lui. Qui le veut chez lui en plus, c'est vrai.
Donc, il y avait toutes les étoiles alignées et finalement, ça rend la victoire d'Alaphilippe encore plus belle, surtout quand on voit, et tu l'as rappelé, à quel point il a essayé de dynamiter la course, comme tu l'as dit, pour essayer d'écarter les blocs, pour essayer d'emmener avec lui quelques poursuivants pour se détacher, pour les fatiguer, pour faire en sorte qu'ils s'éloignent aussi de leurs coéquipiers. C'était très très bien joué stratégiquement de sa part et en tout cas il nous a livré, ça rend sa victoire magnifique. Valentin Madouas qui a beaucoup joué sur les 20 derniers kilomètres, surtout au moment où Alaphilippe relance combien de fois il relance sur les 50 derniers, non, du coup, il fait quoi, 3 relances, 4 je pense. Ça m'a rappelé les JO, tu sais. Je sais plus qui c'est qui avait gagné aux Jeux Olympiques. C'était pas Van Aert, justement. Non, c'est. Non, en 2021, là, cet été. Carapaz. Ah oui, mais il y avait Van Aert qui était là et qui avait fait je sais pas combien de relances à chaque fois. C'est et ça Pogacar et c'est ça, Carapaz, Pogacar et Van Aert. Je crois qui s'accroche. L'année de Van Aert, moi Van Aert me surprend. Je trouve que c'est sûrement le coureur le plus impressionnant du circuit, quoi. Un des plus complets, déjà. Je trouve ça complètement dingue tout ce qu'il réussit à faire, que ce soit en compagnon de Roglic derrière ou. Il arrive à avoir l'humilité de s'effacer. Derrière Roglic, alors que c'est quand même déjà un grand champion. Tu vois, on aurait demandé à un Froome de s'écarter, de se mettre derrière alors il s'est mis derrière Gates quelques temps, mais bon, il était déjà un peu sur la fin. Mais demander à Van Aert de se mettre derrière Roglic, c'est vrai que c'est important de le rappeler quand même. Il a un petit défaut, Van Aert, quand même. Il supporte pas bien la pression à la maison. Oh mince. Oh, c'est pas mince. Sur le cyclocross, quand même, là, je sais pas si vous avez vu l'image il y a 2-3 semaines. Il est au pied du mur, il peut pas. Il peut pas. Il est bloqué. Tu vois qu'il galère. Il peut pas. Il Est-ce qu'on lui en demande pas trop? En fait, il a tellement eu des résultats incroyables ces dernières saisons. Tu sais, lui, on lui demande pas de gagner le Tour de France, alors qu'Alaphilippe, oui. Enfin, moi, j'écoute la doxa populaire qui nous dit Alaphilippe, le Tour de France, machin. Van Aert, le gagner le Tour de Belgique, il l'a déjà fait. Donc, tu vois, non, mais. Et toc. Ça n'a rien à voir, mais toc quand même. Ouais, non, mais non, Van Aert, il supporte pas très bien la pression à la maison, mais il a l'humilité de s'effacer. Peut-être que d'autres, effectivement, ne l'auraient pas. Peut-être que cette année, ce sera Roglic de s'effacer pour lui. Hein. Van Aert n'a absolument pas le... Ah, quoique, cette année, le profil... Il a gagné Ventoux, quand même. Ah, mais on va relancer un vieux débat, là. Est-ce que Alaphilippe va aussi gagner le Tour? Et on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps, puisque je vous propose d'enfourcher tout de suite vos vélos. On continue sur le cyclisme. Évidemment, François cyclisme féminin, effectivement. Et oui, j'avais envie de revenir sur un événement quand même qui a beaucoup marqué justement l'actualité du vélo. C'est évidemment le premier Paris-Roubaix féminin qui a été organisé donc en octobre, vous le savez, puisque comme l'édition masculine, l'édition féminine a été reportée à l'automne suite effectivement parce qu'au printemps il y avait une épidémie de Covid-19 qui était trop importante pour que la course se déroule dans de bonnes conditions. Et donc on a eu le droit à un Paris-Roubaix à l'automne. C'était véritablement dantesque. Je vous rappelle vite fait les conditions météo au moment de la course féminine. Une météo extrêmement capricieuse, des averses de pluie, une humidité très forte, avec parfois des secteurs pavés détrempés, glissants. Un peu de brume. On se souvient aussi de la boue. Il y avait des secteurs qui étaient totalement... c'était un véritable bourbier, très compliqué. En tout cas, pour les femmes, c'était une véritable loterie. Et le numéro chance, qui c'est qui l'avait ? Eh bien, c'était Elisabeth Deignan, dossard 13 sur le dos, la Britannique de 32 ans, donc il va passer près de 82 km en échappée, une échappée au long cours, une échappée solitaire, pour finalement lever les bras au vélodrome de Roubaix. 125 ans après un certain Joseph Fischer, l'Allemand, qui avait été le premier vainqueur du Paris-Roubaix, du coup dans l'édition masculine en 1896. Puis je vous rappelle, avant avant de débattre sur ce sujet, le classement, Elisabeth Deignan, donc première, la Britannique qui termine en tête, devant Marianne Vos, qui était peut-être finalement la plus grande favorite de ce Paris-Roubaix féminin, la néerlandaise, qui finit donc deuxième, et puis troisième position pour l'italienne Elisa Longo Borghini. Et donc je ne savais pas que Paris-Roubaix datait de l'apparition des Jeux Olympiques modernes, 1896. 1896, c'est ça. Et tu as parlé du dossard 13, je viens d'aller vérifier. C'est dommage parce que vraiment on était à ça, mais le 2 octobre, quand elle gagne, c'était un samedi. Aïe. Ouais, ça aurait pu être beau, le vendredi 13, c'est vrai que ça aurait pu être sympa, mais... Ou à l'inverse.
du coup. Ouais. Ça aurait pu lui porter préjudice. J'invite certainement, déjà ceux autour de moi peut-être l'ont vu, mais peut-être ceux qui nous écoutent, allez voir les magnifiques clichés sur ces 2 Paris-Roubaix. On parle de boue, on parle de conditions météo, mais du coup les athlètes sont vraiment sur chaque cliché, sur chaque image. C'était un vrai Paris-Roubaix. Tu vois, où tous les mots qu'on emploie autour de celui-là, c'est-à-dire l'enfer du Nord, les gueules noires, tout ça, on a vu un vrai Paris-Roubaix. On a vu des pavés qui glissent, on a vu des gens qui se cassent la gueule, on a vu des cyclistes plein de boue, maculés, avec juste les yeux et les chicots qui dépassent quand ils ouvrent la bouche. C'était juste magnifique. En termes d'images et de photos, et tu fais très bien de rappeler qu'il faut aller voir ces photos-là, c'est vrai que visuellement, on a un vrai Paris-Roubaix comme on aime en voir, et comme on en voit malheureusement de moins en moins souvent. La météo s'y prêtait puisque tu le faisais à l'automne, donc peut-être c'est quoi ça, en avril d'habitude? Oui. En avril, ça se prête peut-être un peu moins. C'est humide, c'est le début du printemps, mais de là à avoir des c'était quand même plus sec que cette période. Là, c'était Quand tu le vraiment fais en exceptionnel. septembre-octobre, là, c'est sûr que. Et pour avoir couvert l'épreuve junior le matin. Donc tu avais l'épreuve féminine et puis tu avais l'épreuve junior. Les pavés, je confirme, étaient. J'ai été à un cyclocross aussi. Franchement, c'est l'équivalent du cyclocross. Au bout. Mais avec voilà. des belles routes. Mais avec des pavés et tu voyais les mecs complètement. Enfin, c'est un truc. Moi, j'ai vu ça. Et puis tu voyais des cascades. T'as vu des trucs. Et c'est ça, ouais, le vrai enfer du Nord. Ça a peut-être redoré l'image, mais parce que là, il y a vraiment une bagarre, quoi. On a senti, côté femmes, donc il y a eu cette bataille finalement, mais côté homme aussi, ça a été assez impressionnant. Je sais plus quel coureur casse son vélo ou sa roue juste à la fin, enfin quelques kilomètres avant la fin, alors qu'il était pas devant, mais Gianni Moscon, il pouvait réussir à faire quelque chose et finalement il perd gros. C'était vraiment impressionnant, c'était vraiment génial. C'est complètement inouï aussi, on n'en parle pas assez, mais t'as plus les mêmes spécialistes des pavés. Avant, t'avais des Tom Bonnen, t'avais des gens comme ça. Maintenant, t'es plus sur de la polyvalence. C'est comme moi, on me dit, ouais, il y a les pavés sur le Tour de France. À partir du moment où Nibali il ressort en tête de certains secteurs. Voilà, ils sont pas méchants, les pavés. Hein. Non, ils sont pas méchants. Alors là, je fais un comparatif pour expliquer que les pavés sont peut-être mieux supportés par les coureurs modernes. Tu vois, il y a peut-être plus de travail, il y a moins de pièges. Mais faut avouer que là, la pluie avait vraiment rebattu les cartes. T'as eu un grand final avec un Belge, un Italien. T'as vraiment eu un super final. Et non, c'est resté dans l'esprit des gens. Pour avoir été au Carrefour de l'Arbre, c'est vraiment... Les gens n'oublieront jamais ce qu'ils ont vécu. Tu passes une bonne heure et demie au Carrefour de l'Arbre pour voir passer tout le monde. Là, c'est vraiment des souvenirs plein la tête là-dessus. Et on va finir ce segment avant d'attaquer la fin et le rush final donc, de cette émission spéciale. Mon deuxième choix, au vu de tout ce que vous m'avez proposé, j'ai quand même voulu faire le clin d'œil à notre victoire en Ligue des Nations, puisque un titre de l'équipe de France de football, ça doit se fêter quand même. Et mine de rien, cette Ligue des Nations... C'était pas. Je sais pas si la première édition vous avez marqué tant que ça déjà. Pas du tout. Moi oui. Hein Dans quel sens? Oui. En bien. J'étais déçu de voir qu'on a. Alors, on avait perdu face à quelle équipe? Il y avait les Pays-Bas et l'Allemagne. Ouais, c'était face aux Pays-Bas qu'on perd. Et finalement, c'est le Portugal qui l'emporte. Et j'étais plutôt satisfait de voir le Portugal l'emporter parce que ça a un peu lavé mon somme de 2016. Je me suis dit, ok, ils n'ont pas volé leur victoire. Ils réussissent à gagner quand même des titres. Mais moi, j'ai trouvé que c'était il y a plein de gens qui ont décrié cette compétition. Moi, j'étais plutôt content parce que ça nous avait donné des bons matchs. On avait joué contre l'Allemagne, on avait joué contre les Pays-Bas. Ça nous avait franchement donné des belles affiches. Et ça change un petit peu justement des matchs un peu moins séduisants qu'on peut avoir à cette période-là. Pour ce qui est de la Ligue A, au final, ça te permet de te confronter aux grandes nations, c'est que tu t'attends à croiser le jour J dans les grandes compétitions. Exactement. Et tu dis sinon je les joue pas en fait. Les qualifs, on va jamais pouvoir les tirer en qualification d'une compétition. En match amicaux, ça se programme plus en fait, même en match amicaux. En fait, la Ligue des Nations, Adrien, c'est quand même un truc qu'on nous a pondu
pour nous redonner un peu d'intérêt pour les matchs amicaux. Oui, parce qu'on savait bien sûr. très bien que les gens ne s'y intéressaient pas. Et là, au moins, tu vois, l'avantage, et je pense que certains seront d'accord, c'est que tu joues vraiment des nations de ton niveau. Exactement. Et ben voilà, on va pas s'amuser à jouer la Macédoine, le Kosovo pour faire plaisir, pour de la géopolitique, non. Ouais, parce qu'avant c'était ça. Voilà. En septembre, octobre, on Luxembourg, jouait contre des petites équipes, on mettait des 9-0, 8-0, 6-0, c'était pas marrant. Non. C'est pas, on jouait l'Australie, franchement, à quoi ça sert de jouer l'Australie en amical? Enfin, je suis désolé pour tout le respect que j'ai pour les Australiens, mais les faire déplacer au Stade de France pour ça. Même nous, si on avait été en Australie. Le bilan carbone de la branlée, c'est quand même. Tu vois, non, mais il a raison, le bilan. Un but 4 tonnes et demie. Non, mais tu sais, on vient nous faire des leçons d'écologie, genre, ouais, machin, truc, les déplacements des sportifs et tout, bah, ça commence là déjà. Enfin, déjà, si on peut essayer d'affronter des nations entre nous, et dans les grandes compétitions, oui, là, tu fais un effort, mais là, faire venir l'Australie pour qu'on leur mette 7-0 avec un triplé de Benzema, bon, enfin, je crois, ou un triplé d'un joueur, mais au moins, voilà, comme tu dis, puisque tu voulais qu'on souligne le titre des Français, ça redonne de l'intérêt aux amicaux, ça permet d'avoir un titre. Par contre, il faut arrêter de me dire qu'il faut le fêter dans la rue. Parce que franchement, oui. non mais stop quoi. Pas celui-là, non. Stop quoi, tu vois. Prenons pas des mauvaises influences dans d'autres pays ou autres. Je pense à nos amis algériens quand ils gagnent l'Arab Cup. Mais voilà, ouais, ça fait du bien, mais c'est juste un test. C'est comme nous avec la France quand on bat en rugby des grosses nations là maintenant. L'essentiel c'est les 6 nations. Faut pas se détourner des objectifs principaux. Pékin, enfin non, Tokyo. Dans les jeux, pareil. Pour moi, c'était un tour de chauffe. Bah, globalement, on va dire. C'est bien de gagner, forcément, tu défends des titres. Mais Paris 2024 est l'objectif. Et ben là, c'est pareil. T'as des objectifs comme ça qu'il faut pas dévier. Et si je devais ressortir un moment, un point culminant de cette Ligue des Nations, c'est on est à 2-2. Belgique-France. J'ai un appel de Thibaut Courtois là, à l'instant qui. Donc on est à 2-2. Il y a ce but refusé pour les Belges et puis nous derrière on marque avec Théo Hernandez là. C'est fabuleux. Franchement, déjà, pour le coup, ce match-là, 2-0 pour la Belgique à la mi-temps. C'est mon footballistiquement, c'est un de mes matchs de l'année. Ah bah oui, parce que j'étais à plusieurs, on était là en train d'être. Ça nous a un peu. Adrénaline, tu vois, tu sens que t'es. Ça nous a fait oublier un peu la frustration de l'Euro en fait, ouais. C'est ça nous a redonné un petit peu cette. C'est vrai que quand on a perdu face à la Suisse, honnêtement, bon voilà, on n'était pas encore vraiment rentré dans la compétition, on n'avait pas encore affronté vraiment de grosses équipes. Que là, c'est vrai que raffronter la Belgique est quand même, c'est le gratin mondial, hein, littéralement. Et ensuite enchaîner avec l'Espagne, vraiment, ça a redonné aussi de l'enjeu. Et à un moment où l'équipe de France allait quand même assez mal, il y avait des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. On prenait toujours le premier but. Oui, c'est ça. C'était une période nuls. très très compliquée, même après l'Euro. On a eu plusieurs matchs vraiment à se remettre dedans, à réenclencher une dynamique. Il y a eu plus ou moins aussi. On a vu l'affaire entre guillemets Giroud, qui n'est pas vraiment une affaire du coup, mais on se demandait s'il allait vraiment rester en équipe de France ou pas. Et c'est vrai que la Ligue des Nations a permis vraiment de relancer cette équipe, qui pour l'instant vraiment est sur en tout cas, ça a l'air d'être vraiment sur à nouveau sur les bons rails. Donc, puis ça nous a proposé des beaux matchs aussi. Hein. Quand tu vois l'Espagne-Italie en demi-finale, c'est un super match. C'est un super match où l'Espagne arrive. Une revanche. Qui est une revanche déjà et qui en plus l'Espagne démontre vraiment sa suprématie par rapport à l'Italie sur ce match, et assez largement je trouve, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'Espagne aussi forte, et même face à l'équipe de France, au final l'Espagne domine quand même pendant la plus grande partie du match, mène 1-0 si je dis pas de bêtises, sur un but de Torres, et au final tu te retrouves avec le 1-1, 2-1 qui sort de nulle part, et Benzema qui te sort le but de Benzema qui te sort un but pour l'égalisation, la Lulu. Et un moment clé du match en plus. Et j'ai envie de conclure, juste avant de lancer la dernière musique, le somme 2 fois. Merci l'équipe, merci, je l'ai choisi comme une de l'année moi. Un peu... D'un point de vue journalistique, on parlera pas de la pertinence, mais c'était une bonne réponse à la provocation. C'est juste pour se lâcher. Et aux Belges qui commencent à nous saouler. Et puis c'est dans c'est dans tous les sports qu'on leur a fait la totale. Le tennis, le foot. L'objectif n'était pas de ne pas avoir de carton sur cette action-là. C'était juste de ne pas avoir rouge. Mais le somme 2 fois, ça passe. Oui, ça, il n'y a pas de carton. Et on va parvenir, donc on est parvenu sur l'Euro des Français, éliminé par les Suisses en 8e de finale. Mais j'ai quand même tenu à mettre une petite chanson en lien avec eux de cette année. C'était Youssoupha qui avait composé Écris mon nom, qui était un pseudo-hymne juste avant le début de la compétition. Et puis on se retrouve juste après pour clôturer ces 2 heures. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1. Défendre les lignes et les frères d'armes.
Et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers, personne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens, ces jours de chance, mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Millions de supporters quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, La terre du milieu, c'est le cœur du jeu. Ceux qui ont grandi dans les flammes n'ont pas peur du feu. 2 étoiles gravées dans le rock, mais là c'est une autre histoire sur les routes de l'Europe. Pagaille, pas de faille, qui dit qu'on n'est pas de taille. Aucune prétention, juste assumé dans la bataille bleue. Millions de supporters quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Pour écrire mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, À l'attaque jamais plié, même si elles sont loin, on entend nos foules crier. Bien sûr qu'il faut prier, l'histoire est superbe, mais c'est pas la guerre des étoiles. On est bien sur terre, unis, bénis ou punis. Faites vivre les rêves, qu'on s'élève, qu'on soit unique, unis comme millions de supporters. Quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Je rêve que t'écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, De retour pour la fin de cette émission spéciale 2 heures dans le Campus Sport Club qui revient sur l'année 2021 à travers ces événements majeurs. Avant de poursuivre et d'achever, quelques petites mentions honorables que j'ai notées qu'on n'a pas pu évoquer, parce que 2 heures c'est quand même pas assez. À savoir, en pagaille, pas forcément chronologiquement, le gros globe de cristal d'Alexis Pinturo en février dernier, qui est aussi une chance de médaille pour cette année au JO. Des Finals NBA qui ont sacré les Milwaukee Bucks face aux Suns de Phoenix. Une Copa América remportée par l'Argentine et qui a peut-être offert le Ballon d'Or à Messi. On n'en reparlera pas non plus. En parlant de Messi, un Messi qui va au PSG et un Ronaldo qui retourne aux sources à Manchester United. C'est un des faits notoires aussi de cette année. Une Italie record avec 37 matchs d'affilée, record historique d'une nation au football, donc sans la moindre défaite et même avec un euro de football au bout. Pogacar qui fait un double-double en langage, qui fait donc le doublé Tour de France et avec à nouveau les 3 maillots sur le dos. Seul le maillot vert donc à point lui manquant. Enfin un LOSC champion de France de Ligue 1, parce que comme avec Monaco ça fait quand même plaisir de pas toujours avoir une hégémonie sur le dos, et ça permet à Lyon de garder son... et on parlera pas de Lyon non plus. Et pour ce qui est de la toute fin d'année, à noter aussi un Stephen Curry, oula j'ai inversé les consoles moi, un Stephen Curry, recordman du nombre de tirs à 3 points NBA, et un LeBron James qui dépassait toute fin décembre la barre des 36 000 points, et on sait que ça s'arrêtera pas là. On continue, il reste 4 événements. Le premier à venir, c'est Sophie, qui voulait revenir sur Le Petit Prince. Fabio. C'est ça, je voulais revenir sur le dimanche 24 octobre 2021, lorsque Le Petit Prince, comme tu l'as si bien dit, El Diablo a été couronné à l'issue du Grand Prix d'Italie, premier champion du monde de France, français, de MotoGP. Donc lors de cette saison, il a fait une saison formidable forcément, où il a battu pas mal de records. Il a montré donc son hégémonie pendant la saison avec 5 victoires et 10 podiums, dont 5 d'affilée, je crois, si je ne me trompe pas. Et alors que ça faisait que 3 ans qu'il était dans la course, dans le championnat. Donc voilà, je voulais revenir sur, encore une fois, un champion cocorico qui fait toujours plaisir, surtout dans ce sport-là. Alors presque 5, puisqu'il y a le Grand Prix catalan qui coupe la série, et sinon il était sur 6. Ouais, 5 victoires, 5 podiums. Est-ce qu'après on avait un Quartararo qui était vraiment au-dessus, ou est-ce qu'on avait des concurrents qui manquaient un peu de régularité sur la saison? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a quelque chose à rebondir Pour ma part, je trouve que Quartararo a fait une saison vraiment complète et très intelligente.
il a vraiment su gérer sa saison de manière vraiment. Ça prouve qu'il a aussi les ressources pour faire. Pour reproduire ça dans le futur et à mon avis il va gagner d'autres titres en MotoGP. Enfin, c'est un peu jeter un pavé dans la mare de dire ça, mais pour le coup à mon avis il va en gagner d'autres parce que voilà. Et cette saison, comme tu dis, 5 comme tu l'as rappelé, 5 victoires et 5 podiums, ça prouve aussi qu'il a su gérer. Il a des très bonnes qualités, notamment en dépassement, et on l'a vu dans le dernier Grand Prix. Qui lui a permis, il part en fond de grille et il arrive à arriver quatrième au pied du podium qui lui échappe dans les derniers tours. Il fait une dizaine de dépassements, je crois, dans la course de mémoire. Finalement, le seul qui a réussi à le titiller un peu, c'était Bagnaia, et ça n'a pas servi à grand chose parce que de toute façon, c'était presque fait la victoire de Quartararo au championnat du monde. Donc très franchement, je pense pas que les concurrents étaient en dessous. Alors oui, c'est vrai que Marquez revenait d'une blessure assez importante et du coup il était dans un petit coup de mou. Rossi, fin de carrière. D'ailleurs, faut aussi rappeler que Quartararo a remporté son titre sur les terres de Valentino Rossi pour sa dernière chez lui, et c'était vraiment des sacrées images aussi à regarder. Mais en tout cas, oui, les concurrents étaient certes un peu moins là, mais ça n'a pas empêché Quartararo de nous livrer une saison extraordinaire. Il y a ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, donc tu nous rappelleras la date, 24 octobre. C'est ça, 24 octobre. Faut dire aussi qu'il y avait déjà tous les calculs qui étaient faits. Il faut que Quartararo arrive avec tant de points, ou alors que Bagnaia ne fasse pas ci. Et, je m'attendais pas à ce qu'il le gagne à ce moment-là, parce que Bagnaia, il était premier et justement, pendant toute la course. Et pour l'anecdote, je regarde avec mon pote, et puis je dois aller faire un sujet d'un petit match régional à côté, et je lui dis au moment de le quitter pendant que la course est en train de se poursuivre, je lui dis quel crève-cœur. Ça serait fou que ça me faisait un peu souhait, mais c'est comme le pote qui part pisser pendant le match et il y a le but. Il y a un l'enferme après tu le fais. Non, mais je lui dis ça serait quand même fou que Quartararo là l'emporte alors qu'il reste un quart de course et que Bagnaia a l'air serein en tête quoi. Je pars. Je franchis les portes, je vais à ma voiture, je vois un message sur mon téléphone, Bagnaia vient de chuter. J'étais ah ouais d'accord. Ah ouais, donc c'est ça du coup. Et c'est Marquez qui le pousse à la faute en plus. Ouais. Puisque c'est Marquez qui l'emporte après. Et Marquez qui gagnera le Grand Prix. C'est Marquez qui a gagné ce Grand Prix là. Et il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abandons sur ce Grand Prix là. À croire vraiment que même si Quartararo déjà il part en fin. Ça fait compliqué en MotoGP Émilie-Romagne. Tu dis là les étoiles étaient alignées ce jour-là. Ça me fait penser au fameux Grand Prix là de F1. Post première reprise Covid, tu sais où Latifi finit dernier 11e, ouais, et où c'est Albon qui se fait éjecter par Hamilton, tu te souviens ou pas? C'était le premier Grand Prix je crois, ouais. Oui mais là il y a eu 6 ou 7 non plus, puisque le dernier c'est Latifi, finit 11e au bord des points. Ouais, non, il y avait 9 il y a eu 9 je me rappelle, ça me fait penser à ça. Non après ouais, c'est vrai que moi j'y connais rien en moto, mais il faut souligner un truc, c'est l'écart de points qu'il y avait en fin de saison. Le mec, il a été hyper régulier. Il a dominé le sujet. Je vais laisser les collègues s'exprimer parce que moi, j'y connais rien, mais c'est quand même assez impressionnant. Enfin, en F1, Hamilton, c'est ce qu'il faisait, tu vois. Il creusait des écarts. Il arrivait à être régulier comme Quartararo. Puis tu regardes la moto. Il y a une autre course, Sophie, je sais plus laquelle c'est, où il part 8e, 9e, je sais plus. Et il arrive à remonter 3e ou 2e, avec justement Bagnaia en tête. Mais c'est une des seules courses que j'ai regardées, mais waouh. J'ai été déçu de Zarco par contre sur cette saison, tu vois. Oui. Zarco qui arrive à accompagner Quartararo sur une bonne partie du championnat et qui lâche complètement quasiment à la moitié et qui empêche finalement le doublé français qui aurait été encore plus historique étant donné qu'on n'avait déjà même pas gagné de titre dans cette catégorie. J'ai été quand même assez déçu de sa saison. Après ça a été un peu beaucoup plus compliqué pour lui en deuxième partie, il a eu des douleurs et tout, mais bon. C'est mon petit point noir de la saison en MotoGP pour moi. Tu parlais pour finir donc de Quartararo, très bon dépasseur. Quartararo, au final, sur ses 7 premiers Grands Prix de la saison, il fait 5 pole positions. D'ailleurs, il n'en fait aucun de ses 2 premiers. Il en enchaîne ensuite 5 entre le Portugal et le premier en Italie. Et après ça, il n'en fait plus aucun. Ça montre que du coup, il a décroché plus aucune pole position. Il a toujours réussi à remonter sur les devants et avec sa Yamaha. Il a été intelligent. Et même dans ses dépassements, il est intelligent. Il se jette pas, il gère bien ses courses. Il attend toujours le bon moment.
il grappille les dépassements, il grappille les secondes, c'est jamais précipité et on le voit, il fait très rarement des chutes, justement parce que il sait gérer ses courses, il sait ne pas aller trop vite, il sait quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut doubler, et c'est vraiment la fibre du champion qui est en lui. Et juste pour la MotoGP, je terminerai juste sur un petit point, si on a le temps. C'est juste une anecdote, c'est que cette année a été battu le record de vitesse sur une moto. Je sais plus qui l'a battu, je sais pas si c'était Quartararo, il me semble que c'était lui. C'était sur le circuit d'Austin aux États-Unis et ils ont atteint une vitesse faramineuse de plus de 320 km/h, 350 km/h dans ces eaux-là, ce qui fait plus de 100 mètres par seconde. Enfin, c'est juste monstrueux quand on rappelle qu'ils sont juste sur des petites machines qui font à peine 1m30-40 de long et qu'ils les tiennent entre leurs jambes. C'est encore plus dangereux que la Formule 1, je dirais même. En termes de vitesse et de danger, le fait qu'en plus... Bah, il y a eu un mort il y a pas longtemps. En même temps, quand t'es en moto, quand tu chutes, tu peux être maître de ta chute. Tu peux savoir bien chuter. En Formule 1, quand tu tapes ou que t'as un accident ou que tu fais des tonneaux, t'es enfermé, hein. T'es cloisonné. Ouais, mais Romain Grosjean aurait pu y laisser sa vie. Tu peux pas lâcher. Là tu où peux pas... Mais Romain Grosjean, il avait le halo. Le fameux halo auquel il posait d'air. Mais tu vois, il a été bien. Mais ça se joue à rien. Parce que la voiture qui prend feu... C'est plus dangereux, la moto. Il y a eu un mort, il y a eu quelques mois. C'est impressionnant à voir en plus les chutes de MotoGP. Même les dépassements, quand tu vois le genou, il frôle le sol. On va devoir avancer un tout petit peu plus vite et poursuivre. Et Pablo, son deuxième événement, ça concerne des tweets. Déjà à la base, début novembre. Ça concerne une grande mobilisation citoyenne en quelque sorte. Ça commence d'abord par un simple message posté sur le réseau social Weibo le 2 novembre 2021. Sur un message du coup dans lequel Peng Shuai, une athlète, une tennisman chinoise, accuse Zhang Gaoli, en service Premier ministre chinois et un proche du gouvernement actuel, d'agression sexuelle. Le message est très vite retiré sous les pressions et quelques jours après, Peng Shuai disparaît. Des tonnes de messages fleurissent sur les réseaux sociaux dans les jours qui suivent, posant une question simple mais qui fait office de slogan: où est Peng Shuai ? L'équipe fait même de cet hashtag sa superbe une du 20 novembre 2021, hashtag où est Peng Shuai. Et quelques jours après cette disparition et cette grande mobilisation citoyenne, des messages se voulant plutôt rassurants sont diffusés sur les réseaux sociaux et à la télévision chinoise. On y voit plus ou moins Peng Shuai, mais qui n'a pas l'air non plus complètement en forme. Il y a des photos qui sont postées via le Twitter d'un ami, comme quoi elle dînerait chez elle, mais bon, enfin bref, l'authenticité des photos n'est pas complètement avérée. La WTA conteste l'authenticité de ces photos et va même jusqu'à insinuer qu'elle arrêtera tous les tournois de tennis internationaux en Chine. Finalement, on a le comité olympique qui lui se contente de ces messages, qui sont satisfaits, même plutôt un comité olympique qui avait d'ailleurs fait parler de lui lors des JO, lorsqu'il avait refusé de prendre position lors de l'affaire Kristina Tsimanouskaya, à vos souhaits, du nom de la sprinteuse biélorusse qui était menacée de rapatriement forcé chez elle suite à des critiques envers ses entraîneurs. Depuis, Peng Shuai a refait surface. Vraisemblablement, c'était plus un coup de pression qu'autre chose, comme ça a déjà été le cas plusieurs fois avec le parti chinois. Voilà, ça m'intéressait plus d'avoir vos avis sur la réponse des institutions sportives sur ce genre de sujet un peu qui mêle politique et sport. Déjà, la pression de la WTA concernant les tournois en Chine, c'est fait, c'est confirmé. C'est confirmé. 8 milliards perdus qui vont être compensés ailleurs. Bravo. Il n'y a pas d'autre mot. Bravo. C'est l'une des seules mesures majeures qui a été prise à l'international. Et intelligente et à saluer. Ouais. Steve Simon, s'il nous entend. Contrairement au comité olympique, qui lui a juste fait en sorte que les JO de Pékin puissent s'organiser. Oui, tu vois, il n'y a rien d'étonnant avec le comité olympique quand on voit les attributions. Vouloir se mêler de la politique et du changement de régime. Bon. Alors qu'ils en font beaucoup. Mais bon, ça c'est. Il faut souligner quand même qu'il y a un journaliste, je veux le dire, ça me tient à cœur, on ne me taira pas. T'as Benoît Mélin qui, depuis 200 jours, sur Twitter, tweet sur Peng Shuai, où est-elle, que fait-elle. C'est un journaliste qui se bat
Il a appris d'ailleurs il y a pas longtemps qu'il était sur la liste de boycott du régime chinois, qu'il pouvait plus rentrer en Chine. Alors que c'est un journaliste tennis normal en France, quoi, tu vois, enfin comme il y a Eric Salio. C'est pas une menace. Tu vois, genre il va pas arriver Benoît Mélin avec une Kalachnikov à l'aéroport de Beijing, tu vois, et tous les décapités, non. Mais ouais, c'est une affaire. Ça a montré que le CIO était malheureusement. Faut dire les mots corrompus. Il y avait un souci, il y a un petit peu gros corrompu, problème. et puis en plus c'est un Suisse qui gère ça, donc les Suisses ils savent très bien gérer l'argent. Et puis ça a montré le très beau geste, la très belle solidarité dans le tennis qu'on a vu. On a critiqué au début, ouais, Nadal il tweet pas. Ça y est, dès que tu tweets pas, tu es un criminel. Mais voilà, belle solidarité. Nicolas Mahut qui a noté même que c'est Alizé Cornet, l'une des premières, tu fais bien de le dire, à avoir signalé ça et avoir protesté contre cette disparition. Et t'as Nicolas Alizé Mahut Cornet qui fait un super parcours en ce moment à l'Australian Open. À 1h du matin, rendez-vous à 1h du matin. Dépêchez-vous. Et non, mais t'as Nicolas Mahut qui a invité Peng Shuai à Angers pour remettre sur son premier WTA qu'il organise le trophée. Bon, évidemment, c'est resté sans réponse, fallait pas s'attendre à autre chose. Mais voilà, comme quoi. Peut-être que si c'est juste une invitation, peut-être qu'elle va répondre, on sait pas. Comme quoi. Eh, viens, il y a une bar mitzvah à côté. Et comme quoi, pour finir de mon côté, la politique, ça pollue le sport, mais aujourd'hui, ça a tellement d'influence qu'on peut même plus s'en passer. Et on le voit, on en parlera bien plus tard, au niveau de la CAN, l'impact que ça a et la honte que ça peut mettre sur certaines personnes. Voilà. Et je tiens, avant de passer à l'avant-dernier sujet, que l'optimiste du soir étant Sophie, le moment cafard vous a été présenté par Pablo. Clairement, les deux sujets n'ont pas vocation. Avec du recul, on peut dire ça. Et on avance toujours dans cette année 2021. On est au mois de novembre. Le 20 novembre, Stade de France. On a 15 historiques qui nous fait une belle perf, Ellie. Exactement, un autre exploit majuscule d'une équipe de sport co français. Donc le 20 novembre, tu l'as dit. La victoire des Bleus, 40-25 face aux All Blacks. Alors ils étaient en blanc ce soir-là, c'était peut-être un signe, mais les Bleus ont signé ce soir-là une victoire de prestige. Doublé de Movaka, un essai de Ntamak, une relance dans son but magnifique, qui remet les Français dans le match parce qu'ils n'étaient pas bien à ce moment-là. Et l'essai sur le ballon d'interception de Damien Penaud. J'ai juste une petite question, est-ce que la France est favorite pour le tournoi 2022 et pour la Coupe du Monde 2023? 2022, on va rebondir sur ce que disait Hugo. Oui. Voilà. Parce que en fait, ça fait 2 fois deuxième place. 3 ans. Et... Ça va être la 3e année, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va être favori. Et moi, j'aimerais vraiment, je mets encore plus de la pression sur le 15 de France en exigeant presque un grand chelem. Tu vois, je me dis, je veux que si on récupère ce tournoi de destination... En fait, tu peux presque pas gagner le tournoi de destination sans un grand chelem aujourd'hui. Voilà, mais de toute façon. Mais le Pays de Galles l'a fait. Donc du coup, c'est pour ça que je dis ça. Mais j'ai envie que, c'est la dernière fois, c'était 2010, 11. 2011, dernière victoire, et c'était un grand chelem. Ouais, et donc voilà quoi. Petit grand chelem. Pour les 11 ans, ça aurait été bien pour les 10, mais bon. Ouais, du coup, valider un petit peu cette nouvelle forme et cette bonne forme des dernières années, quoi. Réussir finalement à concrétiser quelque chose en gagnant un titre avec cette génération, qui sera en grande partie, je pense, en 2023 aussi, mais notamment la génération Antoine Dupont, Romain Ntamak, finalement gagner ce titre pour concrétiser quelque chose, parce que c'est vrai que c'est magnifique de gagner des matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande, etc. Mais finalement, si ça pouvait se concrétiser par des titres, ce serait quand même test match qui compte, si je ne m'abuse, tout comme la Ligue des Nations, donc classement, pas FIFA, mais World Rugby, c'est-à-dire que t'es classé... Oui, il compte, et d'ailleurs, la France ça a permis à la France de remonter un petit peu. Parce qu'on n'était pas bien à un moment, on était pas loin d'être doublé par... C'était pas les Fidji. En fait, on faisait le yo-yo. On était quoi, 7, 8, 9. On est tombé vraiment. On était 6ème, je crois. Et le seul truc. On faisait le yo-yo entre la 6ème et la 4ème place. Ouais, c'est ça. Mais le seul truc qui peut faire perdre la France cette année, malheureusement, c'est le Covid. Oui. Là, on voit déjà les cas. Et alors, pour l'oscillation, France favorite, oui, mais il faut pas oublier que pendant ces test matchs, certes, la France a battu avec brio les All Blacks et c'est génial, mais une autre nation a battu les Blacks à ce moment-là, quelques jours avant, c'était l'Irlande. Et il faut pas les sous-estimer non plus, parce que... ça revient. Voilà, ça revient aussi. Et c'est ça va être très compliqué ce tournoi de destination. C'est malheureusement, pour l'équipe de France,
très homogène et très piégeux parce qu'il y a aussi l'Écosse qui revient. Et on ira là-bas. En tout cas, pour revenir sur l'événement, c'est bien de l'avoir. Mais on reçoit l'Angleterre. On reçoit l'Angleterre et l'Irlande, mais alors on a l'avantage pour le de coup, faire c'est les froid, deux. Les Et en deux parlant grosses d'Angleterre, Ellie, t'en penses quoi? Il y a encore un crunch aujourd'hui Oui. Ça existe vraiment? Il y a encore une rivalité? Enfin, il y a encore une Angleterre à la hauteur de la France Oui, actuellement? et ils sont en train de revenir très fort. Ils ont des petits jeunes très très forts. Ils vont éclore là à ce tournoi. J'annonce, on en reparlera en février. Ouais. Mais ils vont être très très forts et moi je les vois autant favoris que les Français. J'aurais été peut-être un chouïa plus sceptique, mais en disant que le crunch sur le terrain, oui, le crunch en dehors du terrain, moins. Un peu, médiatiquement, oui. Voilà. Par rapport à un classico en foot ou voilà. un truc. Ouais. Et puis sinon, cette victoire des Français, c'était la dernière fois qu'on avait battu la Nouvelle-Zélande, il fallait remonter en 2009. C'est ça. Et gagner avec au moins 40 points au compteur, alors c'était en 2000 à Marseille. Ça remonte. Chez Pablo. Évidemment. Combien était né ici Non, c'était à Marseille. Hein, on sent la jeunesse là, ici. Combien était né la dernière fois qu'on a battu des All Blacks avec 40 points? Non. À quelques semaines près. Je suis de fin d'année, donc. Ah oui. Et je vérifie la date, 18 novembre. Oui, j'étais bien là. Ah, 18 novembre, c'est con, ça joue à moins d'un mois pour moi. Et ben voilà. Et on va finir cette émission par un des plus gros morceaux. Je sais que le temps va devoir nous presser sûrement sur la fin, mais comment ne pas passer à côté de ce Grand Prix d'Abu Dhabi et au final de cette saison de F1. Monsieur Hugo. Oui, tout à l'heure j'ai parlé de volet, j'ai un petit peu surpris tout le monde, mais je reviens finalement à mes vieux démons, quoi. Enfin, mon sport préféré, j'en ai déjà des frissons. Là, c'est comme dans Scooby-Doo, il enlève le masque. C'était moi. Alors, je voulais juste faire une mention un peu plus générale, motosport français, enfin sport auto français. On a parlé de Quartararo et c'est génial. Je voulais aussi mettre un petit point d'honneur et compléter ta liste de tout à l'heure pour Sébastien Ogier qui a remporté son 8e titre en WRC quand même à une seule marge de Sébastien Loeb qui n'ira pas chercher. Et puis, ma petite mention spéciale à moi, c'est la bonne saison de Romain Grosjean en IndyCar, qui a réussi à faire des podiums et même à glaner une première pole position pendant cette saison qui était plutôt bien réussi pour lui, donc bravo à lui d'avoir rebondi là-bas aux États-Unis après son terrible accident en 2020. Bref, tout ça pour dire que maintenant je vais parler du meilleur sport du monde. La Formule 1, évidemment. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'introduire énormément. Je veux dire, on sait tout ce qui s'est passé, une saison extraordinaire, un duel au sommet, une victoire qui s'est jouée au dernier tour. Polémique, oui. Faudrait pas non plus trop en parler parce que ça gâche un petit peu la saison formidable qu'on a eue parce que oui, la fin était un petit peu, on va dire, discutable. Pas que le dernier tour, pas que le dernier Grand Prix, mais surtout les 3 derniers en l'occurrence. Mais ça, on a eu une saison formidable avec en plus, en prime, une victoire d'un Français sur un Grand Prix en Hongrie, Esteban Ocon, dans une Alpine. Donc c'est tout bénef, c'est génial. C'était pas arrivé. Je crois que c'est la première fois qu'un Français gagnait dans une voiture française de mémoire. Donc voilà, juste en plus 1 an après Gasly, sachant que on avait attendu 24 ans avant pour avoir une victoire et finalement on a attendu 9 mois pour avoir la suivante. Donc c'était extraordinaire. Voilà, moi j'ai pas forcément grand chose. Enfin, j'ai plein d'autres choses à rajouter, mais je voudrais pas. Non, mais si on revient du coup sur la saison, forcément Grand Prix d'Abu Dhabi et ce Grand Prix de Hongrie qui, au-delà de Ocon qui l'emporte, il y a aussi l'autre cas avec Verstappen du coup qui gagne que 2 points à ce moment-là. T'as Lewis qui du coup lui va en gagner 18, mais parce qu'il y a disqualification de Sébastien Vettel. Donc en fait, même le Grand Prix, même ce Grand Prix-là. Sur l'avant et l'après, il marque un temps fort. Verstappen gagne des points sur ce Grand Prix ? 2. Ah oui, alors pourquoi s'il gagne 2 points, il faut rappeler que Bottas a joué au bowling sur le premier virage et qu'il a emporté les 2 Red Bull avec lui et Norris au passage. Donc, voilà, donc tout ce Grand Prix, dans son intégralité, c'est un des points de fer. Et Hamilton, à la fin du drapeau jaune, seul sur la ligne de départ, à la relance. Oui, cette image-là. Fin du drapeau rouge, pardon. Seul sur la relance. Tout le monde dans le paddock. Tout le monde dans le paddock avec du coup Ocon en tête et Ocon qui fait partie du coup des pilotes qui ont des pilotes qui ont dirigé le plus de Grands Prix
qui ont passé le plus de temps en tête pendant des Grands Prix, parce qu'il a été en tête d'un des plus longs Grands Prix en termes de tours, parce que je crois que le Grand Prix de Hongrie fait 72 tours, et hormis Verstappen, Hamilton et Bottas, il n'y a personne d'autre qui a fait autant de tours en tête que lui. Norris, non, même pas Norris, non. Je crois qu'il arrive 4e ou 5e. Il y a peut-être un Pérez qui vient se glisser quelque part. Enfin, voilà. Mais en tout cas, grâce à ce long Grand Prix qu'il a mené de bout en bout, ça lui permet d'avoir cette petite stat assez intéressante. Le podium de Gasly presque un peu plus tôt à Bakou, il est anecdotique au final. Il est anecdotique, mais il est génial parce que dans le dernier tour, par exemple, alors pareil, Bakou, on peut en parler de ce Grand Prix qui était juste fou. Mais dans le dernier tour, dans la très très grande ligne droite de Bakou, Gasly se fait aspirer par Leclerc et il se cale derrière et il le réaspire ensuite parce que la ligne droite le permet. Ça, c'est des images qui sont extraordinaires. J'adore la double aspiration dans cette ligne droite entre Leclerc et Gasly qui sont des très bons copains. C'est en ce plus, qu'a fait Pérez à Abu Dhabi. Enfin, c'est très excitant. La défense de Pérez à Abu Dhabi, c'est des images où aussi. Tu vois aussi, c'est là la beauté de ce sport-là. C'est dans ces moments-là aussi où tu vois que c'est des vrais professionnels qui. C'est même en qualif, je crois. Pérez donne l'aspiration à Verstappen, qui permet à Verstappen d'accrocher la pole. Remporter la pole. Non, au-delà de ça, je pense qu'il faut souligner que ça fait depuis 2016 qu'on n'avait pas vu une telle saison aussi accrochée en termes de pole. On avait un Vettel chez Ferrari qui a tenté de faire renverser Hamilton en vain. On a eu peut-être l'espoir Leclerc en vain. Puis qui n'a pas duré très longtemps. Voilà. Et t'avais Rosberg Hamilton en 2016. Pour moi, c'était le dernier grand duel. Rosberg est la seule personne avant Verstappen à avoir remporté un titre au nez à la barbe de Lewis Hamilton depuis 2014, je crois. Ça a amené de nouveaux yeux vers la F1. Exactement. Au-delà de la série, t'as eu un spectacle qui a suivi. Maintenant, est-ce que Hamilton va se retirer parce que les rumeurs enflent. Et je voulais juste faire une petite mention spéciale, 2 secondes. Dans le recap de Canal+, il y a une image d'Alain Prost qui m'a beaucoup ému, dans laquelle ils disent tout simplement qu'il aurait aimé envoyer un message à Senna pour lui dire putain, regarde ce qu'ils font presque mieux que nous, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et on va finir cette émission spéciale 2 heures sur ça. Merci beaucoup à vous 7 pour ces très belles heures passées sur les ondes de Radio Campus. On se retrouve la semaine prochaine pour une seule heure, malheureusement, une heure lambda, j'ai envie de dire. Et d'ici là, tout le temps à force. Et d'ici là, sportez-vous bien. À très vite tout le monde. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée. Salut.